Bonjour à tous, ici présents ou connectés à distance sur Teams. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, responsable du Hub, et je vous accueille aujourd'hui avec ma collègue Rita Soukar, chargée d'investissement infrastructure et mobilité, pour cet événement dédié à la mobilité durable que nous co-organisons avec Bordeaux Techno-West et Impulse Partners. Je laisserai respectivement William Fillot-Egnato et Ludovic Bonillo présenter leur structure dans quelques minutes. La mobilité est au croisement d'enjeux écologiques, d'attractivité des territoires et d'inclusion sociale. C'est pourquoi la Banque des Territoires est particulièrement active sur ce sujet. Et nous mobilisons notamment des offres d'accompagnement en ingénierie, de financement et d'investissement dans ce domaine. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir des solutions innovantes portées par des startups. Réunir acteurs privés et collectivités pour trouver des solutions aux défis des territoires, c'est bien la vocation de ce lieu, le Hub des Territoires. Je me permets de revenir rapidement sur ce dispositif, en complément de la vidéo, pour vous dire que depuis 1 an et demi, il a permis de réunir en présentiel et en distanciel plus de 6000 participants et quelques 400 intervenants qui ont pu débattre et proposer des solutions pour les transformations à l'œuvre dans les territoires. Sur le sujet de la mobilité, nous avons organisé en octobre dernier un événement sur les freins au développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans l'habitat collectif et les solutions de financement proposées. Vous pouvez retrouver le replay de cet événement comme ceux de tous les événements publics organisés ici sur les pages du Hub des Territoires, sur le site de la Banque des Territoires. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Le lien apparaît sur le chat. Vous pouvez aussi le retrouver sur la page du Hub des Territoires. Voilà, et je donne la parole à William pour une présentation de Bordeaux Techno-West. Et William est à distance. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, nous sommes ravis de pouvoir participer à cet événement et co-organiser cet événement avec la Banque des Territoires et le Hub. Effectivement, c'est un partenariat qu'on a mis en place il y a quelques temps déjà et qu'on porte fortement. Pour vous présenter rapidement la Technopole Bordeaux Techno-Est, donc nous sommes situés sur la métropole de Bordeaux. Nous sommes un acteur financé principalement par Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Europe pour accompagner les entreprises innovantes sur la métropole à grandir et à s'installer pérennement sur le territoire. Donc pour ça, on a aujourd'hui des infrastructures. On a 9 incubateurs répartis sur le territoire de la métropole qui nous permet d'héberger et d'accompagner ces startups. Donc nous, historiquement, on est situé sur Mérignac, à côté de l'aéroport, au cœur d'une zone d'activité industrielle qui est une des plus importantes de Nouvelle-Aquitaine, notamment autour de la thématique aéronautique, spatiale et défense. Et c'est dans ce sens que depuis plusieurs années déjà, la Technopole a été associée aux différentes réflexions autour de la mobilité à l'échelle de la métropole. Dans ce sens-là, on a pu ainsi contribuer au développement et à la construction du plan de déplacement inter-entreprise sur la zone industrielle des activités aéronautiques et spatiales, mais aussi aux différentes réflexions qui sont menées autour de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc, sur le déplacement au sein de la zone et des initiatives ou des améliorations à apporter. Ces réflexions, elles ont été bien sûr appuyées par des partenaires locaux qui sont la métropole de Bordeaux, la direction des mobilités de la métropole, TBM ou l'opérateur métropolitain Keolis Bordeaux Métropole, qui nous ont du coup poussé à intégrer directement cette thématique de mobilité dans notre appui aux entreprises innovantes. Donc pour cela, on a constitué un écosystème pour nous permettre d'apprendre, de nous améliorer, de réseauter, de participer à des événements aussi comme aujourd'hui pour vous rencontrer et échanger avec vous. Et bien sûr, tout cela dans l'objectif d'apporter un appui aux startups. Bordeaux Métropole et Keolis, qui sont opérateurs métropolitains, sont pour nous des piliers de réflexion
de par leur expertise et aussi par rapport au terrain de jeu qu'ils peuvent mettre à disposition des startups. On a noué également des relations fortes avec certains acteurs comme le CEREMA, l'association de prévention routière ou encore le programme Mobiprox et enfin la Fédération des professionnels de la micromobilité. Donc dans ce sens-là et dans ce contexte, en 2016, on a ouvert un incubateur dédié au secteur de la Smart City et notamment de la mobilité comme axe fort sur la commune de Bègles et sur le parc d'activités de Newton. Ce fut un présage parce que le maire de Bègles, M. Clément Rossignol, est aujourd'hui actuellement vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la stratégie des mobilités et des mobilités alternatives. Donc sur ce site, on a pu accueillir et accompagner des entreprises qui désiraient offrir de nouvelles solutions de mobilité à nos territoires, des solutions numériques, logicielles, mais aussi des plateformes prédictives pour des opérateurs, des applications ou des solutions usagées, en passant par aussi des nouveaux vecteurs comme les vélos cargo, des flottes de trottinettes électriques et également les sujets d'inclusion auprès des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 de ces entreprises qui sont présentes et qui vont pouvoir vous parler de leur domaine d'expertise et des solutions qu'elles mettent au service du territoire. Et donc, nous, on est ravis dans ce contexte de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, et notamment avec ce partenariat avec le Hub des territoires, pour permettre du coup de faire phosphorer encore aujourd'hui des idées autour de la mobilité. Voilà, mais je vous remercie et en tout cas, je reste à la disposition de toutes les personnes désireuses de pouvoir échanger sur ces sujets après cet événement. Merci à vous. Merci beaucoup, William. Je vais reprendre la main du coup pour présenter rapidement Impulse Partners. Donc je me présente aussi, Ludovic Bonillo, je suis consultant et responsable de notre écosystème Smart City. Avant de commencer, je tenais juste à remercier la Banque des Territoires et toute l'équipe du Hub pour l'organisation de cet événement. Donc Impulse Partners, pour en dire 2 mots, on est une société qui a maintenant plus de 10 ans. On a une quarantaine de collaborateurs qui ont développé une spécialité sur l'innovation dans les secteurs de l'immobilier, de la construction, de l'industrie, de l'énergie. Globalement, les acteurs de la fabrique de la ville. Alors dans le cadre de cette activité, on s'est historiquement tourné vers les acteurs privés, les grands groupes, pour jouer l'intermédiaire avec des startups et les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie d'innovation. Et au fur et à mesure de ça, on s'est aussi rapproché des acteurs publics qui avaient finalement des enjeux et des grosses problématiques pour diffuser et mettre en œuvre des projets d'innovation. Donc dans ce contexte, juste pour donner une idée de ce que ça implique, Impulse, on a une activité d'accompagnement de ces projets. Ça va, par exemple, pour une collectivité, de mettre en œuvre un lieu d'innovation ou alors faire un diagnostic territorial des projets d'innovation, ce qu'on a pu faire, par exemple, avec Paris-Saclay pour développer une offre de services visant à inciter les startups à innover sur le territoire, parce que finalement, il y a des enjeux derrière de développement économique. On développe des lieux également avec une expertise à la fois immobilière, économique et de mobilisation et d'animation d'un écosystème. On a ultérieurement développé une filiale Open Cities dédiée à l'innovation territoriale. Alors l'innovation territoriale, ça implique forcément les collectivités, mais aussi des acteurs parfois historiques, mais aussi innovants, des startups et aussi des entreprises un peu plus structurées. Pour soutenir cette activité, on a développé tout un écosystème de plus de 1000 startups qui adressent les enjeux de nos secteurs, les enjeux de la ville également. On rassemble donc un panel, on va dire, tripartite entre des acteurs privés, des startups, des collectivités qui viennent pour à la fois s'acculturer aux enjeux de la ville, donc la ville résiliente, qui implique forcément des enjeux de mobilité durable. On a également des enjeux de citoyenneté, des enjeux environnementaux. Et donc, sur l'écosystème Smart City, aujourd'hui, plus de 100 startups ont intégré cette plateforme pour rencontrer des acteurs qui répondent, qui forment des groupements, qui proposent de gros projets urbains, et donc forcément aussi des enjeux de mobilité. Donc, sans plus tarder, on va peut-être adresser ces enjeux avec les présentations qui vont suivre. Donc, j'invite VUF Bikes
qui est à distance, il me semble, et qui propose une solution de vélo cargo électrique pour remplacer les utilitaires, à se présenter. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Pardon. C'est bon, vous m'entendez? Juste un mot, bonjour, bonjour à tous. Et donc, je suis Eric Ayoun du département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires, donc la direction des investissements de la Banque des Territoires. Et donc je vais être très rapide parce que je pense que vous êtes tous très pressés d'écouter ces pitchs de start-up qui vont être tous, j'en suis sûr, passionnants. J'en connais quelques-unes d'ailleurs, donc, puisque certaines font partie du portefeuille de la Banque des Territoires. Et donc voilà, je reviendrai enfin à la fin de cette conférence pour présenter un peu plus en détail notre activité d'investissement. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureux de pouvoir voilà, faire le lien avec ces startups qui se développent dans la mobilité, à la fois covoiturage, à la fois dans le vélo, à la fois dans le MaaS, le Mobility as a Service, avec des applications très intéressantes comme GeoVélo, également dans la FinTech liée à la mobilité, vous le verrez, avec Sherlock. Voilà, donc passez un très bon moment. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va introduire VUV Bikes, qui est connecté. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Vous avez merci Ludovic. Ok, très bien. Écoutez, donc je m'appelle Thomas Chenu, je suis le fondateur de VUV Bike, qui est une marque de vélo cargo à assistance électrique qui est destinée en fait uniquement aux usages de professionnels. Donc c'est une société qui a été créée en 2014. Nous concevons, fabriquons et assemblons des vélos cargo, des triporteurs et des remorques, donc pour des usages professionnels, mais made in France. On a une centaine de clients. Voilà, 30% de nos clients sont des collectivités. Et on a un peu plus d'1 millier de vélos aujourd'hui qui circulent en France. Donc on peut passer à la slide. Je ne sais pas si j'ai la main. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc voilà, on est quand même pionnier dans le marché du vélo cargo adressé aux professionnels. On a des clients professionnels urbains qui adressent le marché du e-commerce comme Amazon, Alibaba et plus récemment La Poste, où on déploie des vélos pour équiper les facteurs. Donc voilà, donc des vélos qui sont aujourd'hui donc fabriqués et assemblés en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement du côté de Mérignac, puisque nous sommes également sur la zone de fret de l'aéroport de Mérignac. Donc on propose différentes gammes de vélos. Si on peut passer à la slide juste en dessous. Voilà, en fait, on propose différentes gammes de vélos. Donc celui qui est aujourd'hui en fait adressé plus particulièrement aux collectivités. On est sur des usages très diversifiés. On a des besoins de collectivités qui sont sur du transport de déchets verts, de matériel pour entretenir les espaces verts, de propreté de voies urbaines. On a des collectivités aussi qui s'adressent à nous pour faire du transport de plateaux repas. Donc en fait, on a une gamme très complète qui répond à des cas d'usage très spécifiques. Donc voilà un peu la gamme de vélos que nous proposons. Si on peut descendre, je suis désolé, si on peut descendre les slides. Voilà le côté remorque. On va passer directement au cas d'usage, s'il vous plaît. Alors les clients, donc ça c'est juste un panel de clients qu'on adresse sur le marché des collectivités. Donc il n'y a pas forcément de logique. Il y a des collectivités qui sont des grandes métropoles. Il y a des collectivités qui sont. On peut remonter s'il vous plaît la slide pour qu'on puisse un peu voir les différentes collectivités qu'on adresse. Voilà, donc clairement on a des petites collectivités, on en a plus grosses et clairement les besoins sont assez diverses et donc là on va passer sur les slides juste en dessous s'il vous plaît.
Des cas particuliers, voilà, du côté de Toulouse Métropole qui utilise des gammes de vélos donc pour la propreté de voies urbaines et pour des espaces verts. Et si vous pouvez descendre juste la slide après. Et du côté de Bordeaux Métropole, un projet qui rentre en fait dans un programme d'État qui s'appelle Savoir rouler à vélo, où il nous a été demandé de développer des remorques pour transporter des vélos pour que les enfants puissent apprendre à faire du vélo. Donc c'est le meilleur moyen pour eux effectivement de transporter des vélos auprès de ces écoliers. Donc voilà, donc ils nous ont demandé de concevoir des remorques pour transporter des vélos d'enfants. Donc en bref, on est en capacité aujourd'hui de répondre à n'importe quel type de besoin des collectivités. On propose des vélos cargo qui sont des réelles alternatives aux véhicules utilitaires, qui sont aujourd'hui de moins en moins utilisés, en tout cas de moins en moins acceptés dans les milieux urbains. Voilà, il y a des ZFE, des zones piétonnes qui aujourd'hui contraignent l'utilisation de ce type de véhicule. Et le vélo cargo, aujourd'hui, se positionne comme le modèle, la solution de mobilité qui est la plus cohérente, en tout cas pour ces cas d'usage. Voilà, écoutez, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'Assemblée ou à distance ? Alors, j'avais une petite question, Thomas, concernant d'un point de vue réglementaire sur ces cargos. Est-ce que c'est adapté à certaines voiries, je pense aux pistes cyclables et autres? Est-ce que tous les modèles s'accordent sur ces voies de déplacement? Et comment ça ne crée pas justement un surplus d'utilisation de ces voiries spécialisées? Effectivement, le milieu du vélo cargo est aujourd'hui légiféré. Il y a une norme qui existe en fait qui nous impose une puissance moteur de 250 watts. Et effectivement, si on respecte donc cette réglementation, on est assimilé à un vélo assistance électrique normal, peu importe la largeur, peu importe la hauteur ou la longueur du vélo. On bénéficie du même code de la route, donc on utilise les pistes cyclables, les voies de bus, les zones piétonnes également. Donc on a tout le bénéfice en fait aujourd'hui de l'accessibilité des vélos, à la différence de tout ce qui est cyclomoteur. Et donc c'est pour cette raison-là on est 4 fois plus rapide qu'un véhicule utilitaire aux heures de pointe. On est 10 fois moins cher en termes de coût d'usage, puisque effectivement on n'a pas d'assurance, pas de carburant, mais pas forcément d'incivilité non plus, puisque il n'y a pas d'incivilité aujourd'hui à vélo cargo qui sont pénalisés. Donc voilà, c'est tout un bénéfice aujourd'hui et effectivement, je pense que la normalisation de la législation va dans ce sens pour aider ce type de solution à s'imposer quand même massivement sur le marché. Merci beaucoup. On a 2 questions à distance de Éric Bazinet et Frédéric Leroux qui finalement se rejoignent et concernent le modèle économique que vous venez d'adresser. On est sur quelle tranche de prix et concrètement, est-ce qu'on est sur un modèle de vente, de location, d'abonnement? Donc nous, on se positionne comme des constructeurs, c'est-à-dire que notre modèle de vente, effectivement, c'est de la vente. Donc soit de la vente en direct pour des grands comptes. Je vous ai parlé d'Amazon et de la Poste, donc c'est des sociétés qui demandent aujourd'hui via des appels d'offres des marchés. Et ensuite, on a tout un réseau de distributeurs aujourd'hui au niveau national et européen qui revendent nos vélos. Et donc ce sont eux qui vraiment ressortent le besoin du tissu local et qui identifie les besoins donc des collectivités. On a parlé des collectivités d'Oloron, il y en avait on équipe aussi Strasbourg au Paris, et donc ça, c'est pas forcément des besoins qu'on a identifiés nous en interne, mais plutôt de la part de nos distributeurs, qui sont également distributeurs plus réparateurs, parce que quand vous déployez ce type de véhicules, ce sont des véhicules qui sont adressés donc à des professionnels ou des collectivités. Et effectivement, ils ont besoin aussi d'avoir tout un service de SAV, de réparation, de maintenance, de manière hyper réactive. Et donc, nos distributeurs sont aussi des réparateurs qui sont agréés VUF, et donc qui peuvent permettre de faire vivre la garantie des vélos. Et donc voilà, aujourd'hui,
il n'y a pas de modèle de location en propre chez nous, chez VUF, mais par contre, nos distributeurs peuvent le proposer. Ouais. Très bien, merci. On avait une question de Jean-Christophe Gavaillet qui s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas d'assurance dans votre modèle. Alors, les assurances, en fait, on reste sur la responsabilité civile ou la responsabilité pro, enfin, des sociétés. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle ou de produit d'assurance vraiment pour du vélo cargo. Donc, en fait, c'est couvert par. Enfin, si vous êtes une société, vous êtes couvert par la responsabilité pro, quoi, de votre assurance. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être dans la salle? Oui. La question arrive. Oui, merci. Oui, Claude Pouet, oui, consultant de transport. Est-ce que ça s'est traduit par une restructuration de sites de stockage ou de récupération de ce qui est transporté par les vélos cargo? Est-ce que les communes ont engagé, voyez, pour rapprocher des lieux de livraison, tout ça, leur réseau de stockage et de collecte? Ouais. Ouais, effectivement, en fait, les collectes, enfin, à partir du moment où en fait, vous intégrez quand même du vélo cargo, vous êtes obligé de repenser un peu votre logistique de collecte de déchets, par exemple. Effectivement, en fait, quand on fait partir un vélo cargo, il n'a pas la même zone de chalandise qu'un véhicule utilitaire. Donc, bien entendu, on fait partir un vélo pour 5 km au maximum, sur un rayon de 5 km au maximum d'un hub. Donc, finalement, ça fait repenser en fait toute une logistique, ça fait repenser des plateformes de récupération. Donc, l'idée aujourd'hui des collectivités, c'est de centraliser. Alors là, si je parle de la métropole de Toulouse, en fait, ils faisaient partir des vélos d'un nouveau centre qu'ils avaient donc créé pour massifier en fait tous ces pôles de déchets. Et en gros, tous ces déchets étaient centralisés sur une zone bien identifiée. Et le moment où cette zone était, que la quantité de déchets était importante, ben là, il faisait passer un gros camion pour récupérer en fait tout ce déchet-là. Donc, effectivement, pour répondre à vos questions, oui, à partir du moment où vous intégrez du vélo cargo, il y a une nouvelle logistique clairement de diffusion et de déploiement de ces véhicules. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, Thomas. Oui. Merci à vous. Merci. Donc oui, nous allons passer à la présentation de GeoVélo. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Bouquet, CEO à mes côtés. Bonjour. Qui va nous faire donc la présentation de sa start-up qui finalement offre une solution d'itinéraire sécurisé pour les cyclistes. Merci Rita et merci pour l'invitation. Alors, GeoVélo, c'est une vieille histoire, puisque ça a commencé en 2010. À l'époque, personne ou presque ne parle de vélo. Waze n'existe pas en France encore. Et on a l'idée de créer le premier GPS vélo au monde. Et il voit le jour. Il prend en compte beaucoup de critères, parce qu'un GPS voiture, c'est très peu de critères à prendre en compte. Un GPS vélo, c'est beaucoup. C'est le dénivelé, c'est le profil matériel. Quand on roule en VTT ou en vélo à assistance électrique ou en vélo musculaire, ben, on n'a pas les mêmes routes à emprunter. Et c'est aussi des profils utilisateurs différents. Ce sont des aménagements cyclables qui sont différents aussi, qui sécurisent plus ou moins le cycliste. Et la mission de GeoVélo, au départ, eh bien, c'était de sécuriser les itinéraires des cyclistes au quotidien. Et on a créé une application qui est née en 2018 après 8 ans de R&D, qui a été prix de l'innovation de la sécurité routière en 2019 et qui est l'application GeoVélo. Elle est gratuite et sans pub. C'est un vrai service qu'on rend aux gens pour sécuriser leurs itinéraires au quotidien. Et elle est utilisée par plus de 1,2% de la population française, puisqu'on a 750 000 utilisateurs inscrits sur notre plateforme qui utilisent au quotidien GeoVélo pour leurs déplacements à la fois urbains et à la fois loisirs. Et en fait, en conscience, chacun de ces utilisateurs va être un capteur. Et ces capteurs, donc c'est pour ça qu'on dit que GeoVélo est une application citoyenne, parce qu'elle permet aux usagers de contribuer à améliorer les aménagements cyclables de demain et à être en relation avec la ville. Donc à la fois l'application,
Elle permet à chacun de renvoyer des informations qui sont très pertinentes aux villes, des contributions comme la communauté de Waze peut contribuer au quotidien à faire évoluer les trajets des usagers, mais aussi elle permet en conscience et un peu inconsciemment, c'est-à-dire qu'elle donne son accord pour partager des informations que nous, on va traiter derrière pour alimenter un modèle qu'on appelle Cycling Insight, qui est une plateforme d'aide à la décision pour les territoires et qui permet de comprendre les flux sur un territoire, qui permet de prendre des décisions sur une base rationnelle et non plus sur des enquêtes ménage-déplacement qui parfois ont 3 ans ou 5 ans d'ancienneté, mais de voir en temps réel les déplacements dans son territoire et les anomalies qu'il peut y avoir sur un territoire. Les contributions des cyclistes vont nous permettre de capter des anomalies, des nids de poules, des zones impraticables par exemple. Mais on va aussi réussir avec 4 capteurs du téléphone à capter beaucoup d'informations. Donc les 4 capteurs, c'est l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole et le GPS. Et en croisant ces indicateurs, on arrive à capter beaucoup de choses. On arrive à capter les zones de freinage d'urgence dans une zone répétée. On arrive à capter la granularité de la route, c'est-à-dire l'état de la voirie. On arrive à capter les attentes que peut avoir un utilisateur. Par exemple, il est dans une zone et il va dire « je veux un parking ou un stationnement à côté de moi ». Si l'information est présente, on lui renvoie l'information, mais si elle n'est pas présente, on arrive à capter l'information et à déterminer que là, il y a une zone de désir de stationnement et on arrive à extrapoler ces données avec des données de comptage physique qui nous permettent d'avoir une vision très très précise et très claire de l'ensemble de l'usage d'un territoire. L'idée, elle est à la fois par l'application de sécuriser les itinéraires des cyclistes, des usagers, et de rendre un service aux administrés d'une collectivité, et en même temps d'avoir un impact sur les infrastructures et de fournir du rationnel de décision aux villes pour asseoir les schémas directeurs, pour traiter les anomalies et les prioriser. Si on sait par exemple que dans une zone, il y a des discontinuités d'aménagement, qu'il y a des zones de freinage d'urgence répétées dans cette zone, qu'on arrive à le croiser avec l'accidentologie réelle, on se dit que c'est cette zone à traiter en priorité, et in fine, réduire cette accidentologie et probablement sauver des vies. Donc l'idée, elle est comprendre, agir sur ces infras, qui sont des investissements lourds, coûteux et longs à mettre en place, et en même temps, créer un lien entre la communauté de cyclistes et le territoire pour lui permettre de communiquer vers sa communauté, de lui poser des questions, de l'informer de nouveaux aménagements. Et puis, parce qu'on est perçu un peu comme militant chez GeoVélo, on est très en lien avec les associations locales en France. Et très souvent, on est le trait d'union entre la collectivité et les associations qui parfois ne comprennent pas pourquoi les collectivités font tel investissement plutôt que tel autre. Et en fait, le fait d'avoir ce rationnel de décision avec GeoVélo, ça règle souvent les situations un peu conflictuelles avec les associations locales. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Juste avant de passer aux questions, donc effectivement, on peut résumer GeoVélo comme une solution permettant aux cyclistes de sécuriser leur trajet, mais également d'apporter des solutions d'orientation pour les collectivités territoriales qui vont pouvoir se baser sur les analyses que vous allez pouvoir leur fournir et ainsi orienter au mieux leur politique publique et notamment la politique cyclable. Exactement. C'est bien résumé. Donc nous, la Banque des Territoires, on est heureux d'accompagner GeoVélo depuis mars 2022. On a effectivement pris part à la levée de fonds, donc de 3,8 millions que vous avez pu effectuer aux côtés de Venture Partners. Et c'est vraiment une start-up qu'on accompagne parce qu'on croit dans son développement et dans le sens de son action. Donc, merci. Et donc voilà, maintenant je laisse la place effectivement aux questions, donc dans la salle ou en ligne. Je ne sais pas si je... Stéphane Bernstein, je travaille pour Station E. J'ai une petite question d'ordre de modèle économique qui est assez simple. Vous avez dit que c'était gratuit l'application, du coup je présume que les clients c'est les collectivités. Exactement, en fait le modèle économique c'est un modèle soit d'abonnement soit d'acquisition selon que la collectivité mobilise son budget fonctionnement ou son budget d'acquisition. Mais l'idée c'est de fournir un tableau de bord SaaS qui est un outil de croisement de données qui permet de croiser toutes ces données et de réfléchir à ce qu'il y a de mieux à faire sur le territoire. Et en plus de ça, on a des analystes, enfin des data scientists, des statisticiens, des cartographes, parce qu'on a un gros pôle cartographie, on est expert de la cartographie sur OpenStreetMap, des aménagements cyclables des villes. On croise toutes ces données, à la fois données SIG, données traces GPS, flux de cyclistes, accidentologie et autres données externes, données de comptage, enquête aussi ménage déplacement, enquête FUB qui est faite pour aider les villes à prendre les bonnes décisions. Mais ça, elles le payent et c'est
pour donner un tarif. Il y a plusieurs niveaux de l'offre. Ça dépend de la taille du territoire. On a des petits territoires avec qui on est client, ça va être dans les 5 000 € par an. Et ça peut monter jusqu'à 50 000 € par an sur les plus gros territoires comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, avec qui on est client, avec qui on est fournisseur, prestataire. Ils sont clients. Donc nous avons également une question de Gwendoline Offray de la mairie de Colombes qui vous demande comment faites-vous le lien entre les données collectées et les collectivités et avez-vous des agences sur des territoires prédéfinis? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Le lien avec les données collectées dans les... Alors, si Gwendoline, c'est ça? Oui. Si Gwendoline pense aux données de comptage, en fait, les données de comptage sont souvent propriété des villes. Donc, si les villes ou les territoires ou les collectivités nous donnent l'autorisation de les traiter, et si dans les conditions générales qui sont prévues avec les usagers, quoique pour les données de comptage, je crois qu'il n'y a pas besoin de conditions générales d'utilisation, on a l'autorisation, l'usager donne l'autorisation de traitement de la donnée, on traite la donnée, on l'intègre dans notre solution pour pouvoir la croiser avec nos propres données. Très bien. Et donc la deuxième question qui était, avez-vous des agences sur des territoires prédéfinis? Donc comment vous intervenez? Est-ce que vous avez... On a des chargés de développement qui sont en lien avec les territoires, qui sont 3 à l'échelle France. Et puis, on nous appelle. Là, vous avez mes coordonnées. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail ou à même me téléphoner. Puis, on essaie de se mettre en relation. Très bien. Donc, on a encore une question de Frédéric Leroux. Quel est votre positionnement vis-à-vis des applis très grand public comme Waze? Des applis très grand public comme Waze? Oui. Votre positionnement concurrentiel, j'imagine. Alors, c'est une bonne question, mais on peut parler de Google, on peut parler des autres, Strava, Komoot, qui sont plus sur les sujets vélo. Donc, nous, on a un positionnement qui est très urbain loisir, mais de déplacement de tous les jours. C'est-à-dire que nos usagers sont tout le monde. C'est pas des gens très axés sport ou ce sont pas des gens axés très loisirs. Donc on a un échantillon qui est très représentatif de l'usage qui est fait dans une ville. Si je prends un exemple, pour ne pas les nommer, de Strava, ils vont avoir un usage très sport. Et si je suis très caricatural et qu'on regarde une trace GPS d'un utilisateur Strava, elle va prendre les axes très passants, on va très vite, ou elle va faire des tours de bois de Vincennes à Paris ou que sais-je. Mais on n'aura pas un usage pertinent, en tout cas, qui nous permettra de faire des analyses. Et si on regarde les acteurs plus généralistes comme Waze ou Google Maps qui est très utilisé, en fait, si vous regardez dans Google Maps, il y a un vélo qu'on coche, mais on ne dit pas quel type de vélo, donc c'est un vélo moyennisé. Il n'y a pas toutes les infravélos possibles et imaginables, et il n'y a pas de choix de profil utilisateur. Donc en fait, les itinéraires qui sont renvoyés ont une différence de 30 à 40% sur la durée et sur les aménagements qui sont préconisés. Donc en fait, ce n'est pas du tout de l'usage sécurisé, c'est un usage grand public, généraliste et moyennisé. Vous êtes effectivement spécialisé dans les trajets vélo. Exactement. Donc, une autre question qui fait écho également à l'action de la Banque des Territoires, c'est avez-vous beaucoup d'usagers cyclistes issus de la ruralité, donc en dehors des grandes agglomérations et des métropoles? Exactement proportionnellement à la densité de la population. C'est-à-dire qu'on a un usage qui est certes urbain, parce qu'en fait les pôles urbains sont très denses. Donc on a en valeur absolue beaucoup d'usagers auprès des villes, mais on est à peu près de manière équilibrée à 1,2-1,3% de partout sur le territoire, donc on est assez représentatif. Et en fait, souvent les territoires qui nous ont fait confiance quand l'application est arrivée en 2018, il y avait 0 communauté, et on a fait un tout petit peu de communication locale en disant utiliser GeoVélo, c'est une application sécurisée. Tout de suite, il y a eu un pic d'acquisition suffisant pour avoir de la donnée représentative. Donc finalement, GeoVélo s'adresse à tout le monde sur le territoire, peu importe le territoire. Ouais, pour moi, c'est vraiment un usage, même pour les débutants. Enfin, la mission de GeoVélo, c'est vraiment de faire venir les gens qui ne font pas du vélo à faire du vélo, et donc de leur donner un écosystème sécurisé pour leur permettre de le faire. Très bien, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. A priori, non. Donc, merci beaucoup, Renan. À bientôt. Et désormais, on va appeler M-Wheel Mobility, qui est une solution, qui propose des solutions et produits dédiés à la mobilité électrique. Hop. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle donc Joël Montout, je suis le fondateur de la société M-Wheel Mobility. Donc nous avons identifié
plusieurs problématiques autour de la mobilité. Premièrement, problématique d'actualité, donc comportement à l'usage des nouvelles mobilités. Aussi le désengorgement des villes, donc justement le dernier kilomètre, et aussi prévention santé et tout ce qui est écomobilité par rapport à toute solution éventuellement qu'on pourrait proposer. Donc nous aujourd'hui, nous avons décidé de travailler sur deux axes d'activité. Premièrement, sur la partie prévention, en développant deux innovations uniques en France. C'est des simulateurs donc, de trottinettes, V-Trot, et simulateurs de vélo. Donc ça nous permet, en fait, cette innovation de recréer des scénarios accidentogènes pour accompagner donc l'usage. Donc nous modélisons en fait des villes, des endroits, et nous avons numérisé donc toutes les fonctions de la trottinette électrique. Le simulateur de vélo, donc le V-Bike, donc arrive donc cette année, et nous permettons aux gens en fait d'améliorer leur usage, leur comportement en circulation virtuelle en toute sécurité. Et notre deuxième activité, c'est donc la mise à disposition de flottes de vélos et de trottinettes avec un service clé en main 360. Donc la maintenance, l'équipement de sécurité, des stations de recharge si besoin, avec aussi une assurance, ce qui est pour nous primordial pour permettre aux usagers donc, de circuler donc, en toute sécurité. Je vais faire un focus sur nos innovations, notre innovation, en tout cas la partie prévention. Pourquoi le simulateur? Dans un premier temps, nous avons fait des animations, nous avons fait de la sensibilisation avec une partie théorique et une partie pratique. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, parce que ça ne reflétait pas la circulation. Et donc, du coup, nous avons décidé de développer à partir d'une de nos trottinettes. En fait, nous l'avons transformée donc, en simulateur pour permettre aux gens, à toute personne, de recréer en fait une circulation avec un piéton, une voiture, un camion, un bus, ce qui leur permettait justement de mieux se comporter et d'apprendre à cohabiter. Ça a surtout été ça, l'objectif de notre simulateur, pour justement permettre aux collectivités de pouvoir sensibiliser leurs administrés et surtout de leur apporter toutes les informations nécessaires pour circuler en toute sécurité, ou prendre des trottinettes en libre-service, ou simplement acquérir une trottinette personnelle. Et c'est cette solution de simulation donc s'adresse bien sûr aux collectivités, aux écoles, aux entreprises, puisque voilà, toutes personnes aujourd'hui sont amenées à se déplacer et tout le monde doit apprendre à cohabiter avec toutes les mobilités donc, qui existent. Concernant la partie mobilité, nous proposons cette solution, nos solutions clés en main. Donc, ça peut être des véhicules de courtoisie, de fonction, de transport, des flottes pour les collaborateurs. Donc, pour les collectivités, aujourd'hui, nous allons proposer des flottes de trottinettes ou de vélos pour permettre aux collaborateurs de se déplacer ou entre midi et deux, ou éventuellement entre les différents sites qu'ils peuvent avoir sur leur territoire. Aujourd'hui, M-Wheel Mobility, donc c'est 55 clients, nous sommes présents dans 7 villes, nous avons plus de 130 véhicules en flotte et nous avons sensibilisé, formé, informé plus de 5000 personnes sur tout le territoire. Donc nous sommes basés à Bordeaux et incubés chez Bordeaux Techno-Ouest, mais nous avons effectivement, nous intervenons dans toute la France, nous pouvons intervenir avec toutes les collectivités et dans toutes les entreprises, dont effectivement nous avons avec des grands groupes avec qui nous travaillons, puisque le zéro accident est un vrai sujet dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui du territoire. Nous allons passer un cas pratique avec une collectivité de Bordeaux Métropole qui va pouvoir témoigner aujourd'hui de notre collaboration. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Très bien.
Bonjour, ravi d'être convié à cet événement et de pouvoir témoigner de l'expérimentation qu'on a menée avec MWheel Mobility. Donc, je me présente, je suis Monsieur Loïc Nolot, je suis chargé de mission mobilité et aménagement auprès de la commune de Bruges, qui est donc une commune de 20 000 habitants qui se situe dans l'intra-rocade de la métropole bordelaise. Donc, j'ai rencontré Monsieur Joël Montou en 2022 par proximité. Et il m'a présenté donc les activités d'MWheel Mobility et clairement les solutions proposées ont trouvé écho, en tout cas auprès de la collectivité, parce que ça permet d'ouvrir en fait le panel de solutions mobilité et ça nous semble très important de permettre aussi surtout de tester en fait, que ce soit aux administrés ou à nos agents. D'autres solutions mobilité, voilà, parce que la transition, c'est quelque chose qui prend du temps, qui nécessite aussi de l'expérience. Donc, on a souhaité s'engager sur un partenariat pour une expérimentation d'1 mois avec MWheel, qu'on a lancé à l'occasion du challenge de la mobilité. On a permis donc à nos agents de pouvoir avoir à disposition 2 trottinettes électriques sur le site de l'hôtel de ville. Cette expérimentation-là, on l'a lancée d'abord avec un atelier pédagogique de prise en main, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la trottinette électrique qui est véhiculée par médias ou autres. Donc ça a été d'abord de permettre aux agents de tester, de se rassurer avec l'outil pour ensuite pouvoir l'utiliser au quotidien dans les déplacements professionnels. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc ça, c'est le petit bilan de l'expérimentation qui a été menée donc, pendant 1 mois auprès de nos agents. Donc au total, sur 1 mois, on a 106 km cumulés qui ont été parcourus par à peu près une dizaine d'utilisateurs sur le site de l'hôtel de ville qui compte à peu près une cinquantaine, 50-60 agents selon les périodes de l'année. En moyenne, donc, on a eu une utilisation en fait qui a été très pertinente parce que on a nos cadres notamment qui se sont saisis de ces outils-là pour un format vraiment qui était visé à la base, c'est-à-dire j'ai une réunion qui est sur un site déporté de la ville ou autre, qui est pas très loin, puisqu'on est une commune qui n'est pas très étendue. Donc je prends ma trottinette, j'en ai pour moins de 2 km de trajet, un quart d'heure. Je fais ma réunion et je reviens. Donc on est sur un format de 90 minutes à peu près. L'agent a pu avoir un véhicule disponible avec tous les équipements de sécurité assurés à disposition sur le site de l'hôtel de ville. Ça lui permet de le ranger, que ce soit dans la salle de réunion ou à proximité sur l'équipement qu'il visite ou sur lequel il a sa réunion, et de revenir. Donc on est sur un format qui est hyper efficace, rapide, on n'a pas de soucis de logistique, de réservation de véhicules, etc. C'était vraiment une souplesse et une efficacité pour ce type de déplacement-là qui était très intéressant pour nous. Donc voilà un peu sur le bilan. Donc si on peut basculer sur la slide suivante. Donc voilà, nous aujourd'hui, commune de Bruges, on souhaite poursuivre en tout cas ce travail qui a été engagé avec MWheel Mobility, parce que voilà, on a tiré bénéfice en tout cas de cette expérimentation, que ce soit en termes d'image, de valorisation de la mobilité durable, du bilan carbone, etc. Mais l'idée, c'est pas de rajouter des solutions mobilité à celles dont on dispose déjà, mais notamment de faire une transition de notre parc de véhicules. Donc actuellement, on travaille à faire une transition du parc de véhicules et de baisser notre volume de véhicules thermiques pour basculer sur, dégager du budget pour basculer ensuite sur des solutions type trottinette électrique avec MWheel ou d'autres solutions vélo électrique avec d'autres partenaires. Donc voilà, c'est la dynamique en tout cas qui a été initiée par ce partenariat, cette expérimentation avec MWheel. Et que du coup on poursuit et qu'on essaie de valoriser aussi notamment sur d'autres actions de la commune, puisque également avec MWheel on a organisé pour le public cette fois-ci sur une fête communale un test de trottinette électrique grand public. Voilà, je pouvais vous dire.
Donc voilà, donc c'était pour partager avec vous cette expérience qu'on a fait avec la mairie de Bruges. À savoir, dans notre équipe, nous avons des experts donc, en gestion du risque qui nous accompagnent sur nos actions de prévention, donc que ce soit pour la partie vélo ou la partie trottinette. Donc nous avons voilà, des experts mobilité en tout cas qui nous permettent de faire des actions de prévention avec les collectivités à destination de leurs administrés ou de leurs collaborateurs. Merci. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je sais qu'il y en a une à distance. Alors, Frédéric Leroux de PSN demande trottinette. Donc, finalement, vous avez une dépendance vis-à-vis des politiques et des collectivités locales qui, elles, sont plutôt réticentes, voire hostiles au maintien des flottes déployées. Comment vous gérez cette relation, finalement, avec cette hostilité vis-à-vis des flottes? Alors, nous ne sommes pas un opérateur de trottinette en libre-service. Donc nous, forcément, nous allons plus accompagner les opérateurs de trottinette en libre-service sous des actions de prévention auprès du grand public. Donc c'est ce que nous avons déjà initié, en tout cas sur sous l'agglomération de Bordeaux Métropole. Donc nous, aujourd'hui, tout passera par la prévention, l'accompagnement à l'usage. Je répète tout le temps, tous les jours, ce n'est pas la faute de la trottinette. C'est un problème comportemental. Et nous, on y répond avec nos actions de prévention, avec nos simulateurs où nous recréons en fait des situations accidentogènes. Et toutes nos actions que nous avons faites auprès du grand public avec nos simulateurs, nous avons rencontré des personnes qui utilisent des trottinettes en libre-service et ça a son impact. Parce que lorsqu'on se prend une portière avec un casque en VR, je pense que lorsqu'on prend une trottinette par la suite en libre-service ou au personnel, je pense qu'on fait beaucoup plus attention. Donc nous, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir réduire en tout cas l'accidentologie autour des nouvelles mobilités grâce à nos solutions innovantes de simulateurs en réalité virtuelle. Merci beaucoup. Frédéric Leroux qui commentait contre-exemple intéressant présenté par Bruges, donc ça va dans ce sens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être dans la salle? Non. On n'a plus beaucoup de temps sur cette session, donc merci beaucoup Joël. Merci. Au revoir. Merci à tous les deux. Nous allons pouvoir passer à la présentation de MobiCoop, qui est une coopérative offrant une solution de mobilité partagée à destination des collectivités territoriales. Donc, la Banque des Territoires a eu le plaisir d'accompagner MobiCoop en mars dernier. Effectivement, nous avons pris part à la levée de 800 000 € aux côtés de la Massif et de la CGScope. Et je laisse la parole à Bastien Siby, président de MobiCoop, pour nous faire une présentation de sa solution. Eh bien, merci beaucoup Rita à la fois pour l'invitation et puis pour la courte introduction. Écoutez, effectivement, je vais vous présenter MobiCoop. Est-ce que oui, c'est ça, super. Donc on a le slider. MobiCoop, c'est une coopérative de partage de la mobilité pour les collectivités territoriales. On déploie des interfaces de covoiturage, de mobilité solidaire, ainsi que des dispositifs d'autostop organisés. Et on vise à travers ces dispositifs à la fois une réduction de l'impact de la voiture solo et en même temps la création de liens sociaux sur le territoire. Peut-être qu'on peut passer à la diapo. Merci beaucoup. Donc, on a un modèle économique qui est basé sur de la prestation de services B2B vis-à-vis des collectivités territoriales, puisque nous répondons à des appels d'offres, notamment sur le déploiement d'infrastructures de covoiturage. On opère également en propre une plateforme de covoiturage moyenne et longue distance de niveau national sur laquelle on n'a pas de modèle économique, mais qui nous permet de mieux connaître nos communautés d'utilisateurs, et on est à égalité d'usage de nos interfaces entre les dispositifs locaux qui engagent à peu près 300 000 utilisateurs et le dispositif national qui engage aussi un peu plus de 300 000 utilisateurs. On peut passer la slide d'après.
Merci. Alors effectivement, donc on travaille principalement pour les collectivités territoriales, mais on est présent aussi dans 300 entreprises. Je dis qu'on travaille principalement pour les collectivités territoriales parce qu'elles représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Mais néanmoins, le fait d'être présent dans le tissu entrepreneurial nous permet aussi de rester au contact des usages innovants, de façon nouvelle de pratiquer le covoiturage. Et puis par ailleurs, ça nous permet, pour les collectivités elles-mêmes, d'aller chercher des communautés sur leur territoire auprès de ces entreprises. On travaille pour tout type de collectivités territoriales. On travaille pour 5 régions, 4 départements, des métropoles, mais aussi pour des territoires de plus petite envergure, notamment à travers nos dispositifs d'autostop organisés, puisqu'on a déployé 7000 panneaux d'autostop sur un peu plus de 3000 territoires qui correspondent à des communes de plus petite dimension. On peut tourner la page. Merci beaucoup. Sur ce dernier point, c'est vraiment très important pour nous de réussir à être présents sur l'ensemble des territoires. Nous sommes une coopérative, nous sommes engagés pour que nos solutions de partage de mobilité puissent être accessibles par toutes et tous, quels que soient les territoires qu'ils habitent, et notamment quelles que soient les densités de ces territoires, parce que la densité est un des mécanismes importants à l'œuvre dans le covoiturage, mais je vous en dirai un tout petit mot un peu après. Et donc on a un double objectif, à la fois désenclaver les zones rurales et puis de désengorger les zones les plus urbanisées. Je crois que justement la slide d'après concerne notre offre et du coup ça va me permettre de vous dire comment est-ce qu'on agit sur différents types de territoires. Donc je vous le disais tout à l'heure, on déploie des dispositifs de covoiturage, de transport de mobilité solidaire, de gestion de flotte et à travers ces dispositifs, on déploie des savoir-faire liés à l'accompagnement des territoires et à l'animation des dispositifs eux-mêmes. Alors, je voudrais dire un mot de la question de la mobilité solidaire. Très rapidement, on a un problème sur le covoiturage dans les territoires les moins denses parce qu'on n'a pas les seuils de liquidité, c'est-à-dire le nombre d'offres et de demandes qui permettent au covoiturage de se mettre en place. Et donc pour ça, on a besoin de mécanismes un peu rectificatifs qui permettent à ce que des conducteurs bénévoles soit fassent une course qu'ils n'avaient pas prévu de faire, soit acceptent de se dérouter sur leur route qui va d'un point A à un point B, ils acceptent de passer par un point C pour prendre une personne qui en a besoin. Et de ce fait, ça nous permet de réduire le niveau du seuil de liquidité et donc d'adresser des territoires qui ont moins d'habitants en leur offrant quand même des capacités de partage de la mobilité de leurs administrés. Si on peut tourner, je me souviens plus bien la slide. Oui, peut-être un dernier mot, un avant-dernier mot pour vous dire que nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. C'est important pour nous, à la fois parce que notre dimension coopérative nous permet d'être très en phase en termes de gouvernance et de valeur avec les produits que nous offrons, mais aussi parce que le format de coopérative que nous avons choisi, société coopérative d'intérêt collectif, est un format qui permet aux collectivités territoriales d'entrer dans notre gouvernance et à ce titre à avoir une influence, un mot à dire dans les dispositifs qu'on déploie pour elles et pour eux. Donc on considère que la coopérative elle-même est un outil à la disposition des territoires. Et je finis par dire qu'effectivement nous avons fait une levée de fonds avec la Massif, la CDC, Banque des Territoires et la Socoden de 800 000 € en mars 2021 et que donc ça nous a permis d'accélérer sur la question de la mobilité solidaire. Alors, normalement, le plateau Picard devait pouvoir faire la présentation du dispositif qu'on a mis en place pour eux. Malheureusement, ils ne le peuvent pas. Donc, je me propose de suppléer nos clients, mais en me basant sur une présentation, un slide qu'eux-mêmes avaient fait et qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. Donc, je
Je vais vous en faire la présentation, mais néanmoins, ne l'ayant pas écrit, moi-même, je vais essayer de le faire le mieux possible. Voilà, le contexte du déploiement de ce dispositif, donc pour le plateau Picard, c'est que dès 2017, ils ont identifié d'abord qu'ils avaient un problème d'offre de transport collectif, que les transports collectifs à la demande ne correspondaient pas bien aux besoins des habitants, surtout qu'ils étaient très coûteux, et que de ce fait, ils ne trouvaient pas une façon de répondre aux demandes des personnes âgées qui se trouvaient en situation d'isolement. Et donc, il y avait un certain nombre de sollicitations de mobilité qui ne trouvaient pas de réponse. La communauté de communes ne pouvait pas répondre à ces besoins de ces administrés. Et de l'autre côté, ce qu'ils voyaient, c'est que pour autant, il y avait bien une capacité de déplacement à travers un grand nombre de véhicules utilisés avec simplement un seul conducteur. Donc, partant de ce constat, ils ont essayé de trouver une solution, une alternative. Alors, on peut passer à l'autre slide. Je vais aller assez vite sur les slides parce que sinon il y en a trop, je crois, dans leur présentation qui était trop longue. Vous voyez, c'est un territoire, c'est pas un très très grand territoire, 30 000 habitants, 440 km², une densité de 68 habitants par kilomètre carré, et puis une structuration autour de 52 communes. On peut passer. C'est la carte, je pense qu'elle n'a pas grand intérêt là immédiatement. Donc nous, ce que l'on a proposé, c'est d'adapter notre dispositif d'accompagnement de l'autostop en en faisant un dispositif spécifique pour les seniors et en y injectant une dose de ce qu'on appelle la mobilité solidaire. Et donc c'est devenu l'offre réseau senior qui est encore à ce jour disponible sur le territoire. Et donc, vous voyez ce petit élément de présentation qui était diffusé d'affiches sur le territoire. On peut avancer. Et alors, la proposition, quelle était-elle? La proposition, c'est de se dire qu'on devait être capable d'aller chercher à leur domicile les personnes de plus de 65 ans, avec un flux, un parcours utilisateur qui doit être le plus simple possible, donc une inscription simple au service. La sollicitation du service devait pouvoir adresser tout type de trajet, c'est-à-dire pas uniquement des trajets de courte distance, pas uniquement des trajets pour aller à l'administration, mais tout type de trajet, être disponible 24 heures sur 24 avec une réservation 48 heures à l'avance au minimum. Et là où le dispositif est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur un service solidaire, c'est-à-dire rendu par une communauté de conducteurs bénévoles et solidaires sur le territoire qui acceptent d'aller chercher les gens chez eux contre une possibilité d'indemnisation qui va jusqu'à 35 centimes du kilomètre et qui est permis par la loi d'orientation des mobilités. Je pense que je vais raccourcir parce que sinon c'est très long, mais si on peut aller jusqu'aux courbes, ce qui me permettra de finir sur une note positive, puisque j'ai vu tout à l'heure que les courbes étaient bonnes. Vous voyez, en fait, voilà, on peut s'arrêter là. Vraiment, il y a une croissance du nombre de trajets qui a été très significative parce que petit à petit, les gens du territoire se sont emparés du dispositif, que plusieurs bénévoles. Alors, c'est jamais des grosses communautés de bénévoles. On parle de peut-être 25 bénévoles sur ce territoire. Et ces 25 personnes réussissent à adresser les trajets demandés par les personnes âgées du territoire. Vous voyez, on est au-delà de 700 trajets sur le premier semestre 2021. Les chiffres remontent un petit peu, mais je pense qu'il continue à être bon puisque le dispositif continue à être déployé sur ce territoire. Voilà, j'en arrête là, Rita, parce que j'ai sans doute déjà été un peu long, mais j'ai dû faire 2 interventions au lieu d'une. Pas de souci. Merci beaucoup, Bastien. En tout cas, c'est très intéressant. Et on sent qu'effectivement, on pourrait t'écouter parler encore pendant des heures. On va laisser la place quand même à quelques questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Donc, a priori, non. En tout cas, dans le chat, on a une question de Katia Leborgne. Comment accompagnez-vous le changement de comportement de mobilité des habitants ?
Alors, c'est vraiment une question extrêmement importante parce que la mise en place du dispositif technique, c'est la phase 1, mais à elle seule, elle ne permet pas au dispositif d'agir. Donc là, on a des méthodes d'animation, on a une animathèque, on a 6 animateurs qui couvrent l'ensemble des territoires français et qu'on va déployer dans un territoire au début de la mise en place, de façon à former les agents territoriaux à l'animation de leur propre dispositif. Parce que notre sujet à nous, c'est de rendre les collectivités territoriales autonomes ensuite dans l'animation du dispositif et pas nécessairement, nous, d'intervenir tout le temps. Alors, ça prend des formes qui sont extrêmement variées. Souvent des animations sur le terrain avec des animations, je ne sais pas, par exemple en gare, des lâchers de ballons. Ça peut être un rallye. Je sais que typiquement sur le territoire là, Picard, ils font un rallye d'autostop dans lequel ils font donc une course en autostop annuelle. Alors ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais en fait ce genre de moment permet à la collectivité d'organiser une communication sur son territoire, parce qu'il faut annoncer la course, il faut annoncer les équipages, puis après les gens s'élancent, puis c'est un petit peu visible parce que les voitures sont flottées. Et donc c'est avec des petites choses comme ça, assez subtiles, de l'ordre de l'innovation sociale plus que de l'ordre de l'innovation technologique, qu'on réussit petit à petit à transformer les comportements. Donc oui, Mobicoup offre donc une solution technique et de l'animation pour vraiment accompagner ces changements et essayer de passer à une mobilité beaucoup plus douce. On a une dernière question de Frédéric Leroux. Quel est votre modèle économique ? Alors, on a un modèle économique qui est extrêmement classique. On répond à des appels d'offres émis par les collectivités territoriales. Souvent, on l'emporte, quelquefois on perd, ça fait partie du jeu. Ensuite, on preste, et puis à l'issue de la prestation, typiquement, vous voyez là sur le plateau Picard, après avoir installé le dispositif, fait les animations, en facture, et voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien de très nouveau sur cette dimension économique, mais ça permet à la coopérative d'être stable et d'employer aujourd'hui 35 personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir passer au prochain pitch. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Donc on va passer donc à la présentation de Sherlock, qui est donc une start-up qui a pour objectif de sécuriser le stationnement vélo via un réseau de cadenas partagés et une assurance vélo. Donc la Banque des Territoires a le plaisir d'accompagner Sherlock depuis septembre 2021, puisqu'on a pris part à la levée de fonds de 4 millions d'euros réalisée auprès de Vrega Capital. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés donc Nicolas Louvet, cofondateur de Sherlock, et donc un client de la ville de Sceaux, si je ne me trompe pas, pour faire un partage d'expérience. Donc merci à tous les deux d'être parmi nous. Je vais vous inviter à me rejoindre un peu plus au milieu pour être bien dans le cadre. Et je vous laisse tout de suite la parole avec la petite pour faire passer les slides. Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Merci à Patrice Paté, Ville de Sceaux, d'être à mes côtés. C'est pas vraiment un client parce qu'il paye pas, donc mais quand même. Donc oui. Le genre de client qu'on aime être, du coup. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, il s'y mettra à payer. Alors comment je fais? J'appuie sur la flèche. Ok, donc je suis Nicolas Louvet, cofondateur de Sherlock. Avant que ça avance, donc Sherlock, qu'est-ce que c'est? C'est le premier réseau de cadenas partagés pour vélo. On a un peu inventé le concept de l'immobilité partagée après celui de la mobilité partagée. Et en introduction, c'est bien, je vais le faire sans support. Mais, en introduction, dire aussi, on en est très fiers, c'est une solution et un service made in France. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a de l'industrie, il y a de l'industrialisation dans notre solution et on fabrique aussi en France. Notre usine d'assemblage est à Orléans, donc c'est une grosse fierté. Peut-être, donc ça marche pas? Ça marche pas? Si, ça marche. Alors, l'idée de Sherlock, c'est quoi? En fait, c'est de protéger le vélo pour déclencher l'usage massif du vélo. En fait, il faut savoir que un vélo, 95% du temps, il bouge pas, un peu comme une voiture ou autre. Et donc souvent, on a des tas de solutions pour lui quand il bouge, mais très peu quand il bouge pas. Ça paraît fou, mais donc 95% du temps, il n'a pas beaucoup de solutions. Et en même temps, on sait que, enfin, les cyclistes le disent eux-mêmes depuis assez longtemps, mais que
95% des cyclistes considèrent que le manque de stationnement vélo sécurisé partout tout le temps est le premier frein au développement du vélo. J'insiste bien quand je dis les cyclistes parce que à partir du moment où il y a plein d'autres freins avant de passer au vélo, et on a besoin de solutions comme GeoVélo, de pistes cyclables, mais en fait à partir du moment où on a décidé d'y aller, il y en a plein qui ont décidé d'y aller, mais à la fin, ils ne peuvent pas le stocker quand ils ne l'utilisent pas. Et on vole des vélos des fois quand on est dessus, ça s'appelle par régression, mais souvent on les vole quand on n'est pas dessus. Donc à partir de là, on s'est aussi rendu compte que c'était depuis longtemps, même l'ADEME disait, en France, il manquait juste en France 20 millions de places de parking de vélos sécurisés, selon les études. Et donc, en fait, on a fait une grosse enquête auprès de Français. On leur a demandé est-ce que s'il y avait une solution de stationnement vélo sécurisé partout, tout le temps, même payante, parce qu'on reviendra que la ville ne paye pas, mais il y a quand même un client, il y a un modèle économique. Est-ce que vous feriez plus de vélos? On s'est rendu compte qu'il y a 1 million de vélos qui seraient sortis tout de suite. Donc, c'est ces vélos qui sont dans les caves et qui ne sortent pas. Et puis, ça peut aussi accompagner la part modale, l'augmentation de la part modale par 2. Donc ça, l'idée, c'était de comment proposer une solution face à ça. Et parce que le stationnement sécurisé, c'est clé du développement du vélo. Vous pouvez avancer? Ou je peux avancer? C'est bon, ça marche pas. Ah, voilà. Alors après, il y a des solutions qui existent. L'idée, c'est pas de dire on va tout remplacer. Il y a des arceaux vélos dans les villes et les villes le font très bien, il faut continuer et puis ça répond aussi à des tas de cyclistes. Il y a des vélo-box ou box à vélo ou consignes à vélo dans plein de formes, il faut aussi le continuer quand il y en a. Il y a aussi des infrastructures, notamment dans des grandes gares. Alors on n'a pas encore le parking vélo des 7000 places à la gare d'Amsterdam sous l'eau, mais bientôt un jour peut-être. Et puis il y a Sherlock. Sherlock, c'est quoi donc? C'est parmi ces solutions, c'est une solution supplémentaire. C'est quoi? C'est assez simple. Donc c'est une application qui vous permet d'accéder à tout le réseau de stationnement sécurisé dans votre ville. Comment ça fonctionne? Au départ, vous prenez votre téléphone, vous vous inscrivez à la destination à laquelle vous souhaitez aller. D'ailleurs, je viens à la Caisse des dépôts aujourd'hui. Alors, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de Sherlock autour de la Caisse des dépôts, parce que même si la Caisse des dépôts fait partie de nos investisseurs, la Caisse des dépôts, ce n'est pas la ville de Paris, c'est quand même la ville de Paris qui décide d'occuper son espace. Mais donc, oui, je reviens en arrière, je n'ai pas dit qu'on est une société qui existe depuis 2020 et que dans nos investisseurs, depuis septembre 2021, nous avons la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Donc, je reviens à l'application, j'ouvre l'application, j'indique la destination, on me propose tous les Sherlock à proximité immédiate de ma destination, je clique sur celui qui m'intéresse, qui est disponible, on me le montre en environnement et à partir de là, l'application me propose de le réserver jusqu'à 1 heure. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de le réserver, mais je peux le réserver. Ce qui est intéressant, c'est que... J'insiste encore, je ne fais pas de la pub pour GeoVélo, mais comme ils sont là, ils connaissent bien le vélo aussi en ville. Il y a rarement des déplacements urbains à vélo qui font plus d'1 heure. Donc savoir à l'avance qu'à destination, on sera sûr d'avoir notre stationnement, c'est assez réconfortant. Donc je peux ou pas, je décide de le réserver, je le réserve. À partir du moment où je le réserve, il est bloqué, il est fermé, personne d'autre peut l'utiliser, à part moi jusqu'à ce que j'arrive. Et puis à partir de là, on propose l'itinéraire à vélo, soit le plus rapide, soit celui qui emprunte le plus de pistes cyclables. Alors, en vrai, souvent... Quand on fait sur des trajets urbains pour aller au travail ou autre, la plupart du temps, on connaît son trajet. Et donc, la première fois, on va peut-être le regarder. Les fois d'après, on va moins le regarder. Sauf pour des trajets plus exceptionnels, quand je vais aller chez un ami, dîner un soir, où j'étais jamais chez lui, ou au théâtre. Mais bon. Donc, on me propose ce trajet-là. Et je pars jusqu'à mon Sherlock. Une fois que j'arrive devant mon Sherlock, je vous montrerai des photos un peu plus grosses. Le cadenas, le Sherlock reconnaît mon téléphone par Bluetooth. À ce moment-là, je déverrouille le U qui est sur le Sherlock par mon téléphone, je mets mon vélo, je remets le U, je reverrouille. Et à partir de là, mon téléphone me demande, enfin l'application, pardon, me demande de faire une photo. Pourquoi? Parce que quand mon vélo est stationné sur un Sherlock, si par hasard, il n'y en a pas encore eu, mais je suis persuadé que quand on va se développer encore plus massivement, il y en aura, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de banque inviolable, mais en fait me propose de rendre parce qu'en cas de vol, je touche un remboursement automatique et forfaitaire. Initialement, donc ça c'est nouveau, mais initialement le montant était de 200 €. Pourquoi? Parce que c'est pas beaucoup, mais en fait il fallait que ce soit qu'on sache aussi quelle était la fiabilité, la robustesse de cette solution-là. En fait aujourd'hui on a eu 0 vol et en fait en gros on est prêt aujourd'hui, on sera dans un système de
de dire que en fait, vélo volé, vélo remboursé. On a assez confiance en ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait ça, c'est qu'on sait que ça donne de la fiabilité et de la robustesse. Bon, sur ce, je prends une photo et mon stationnement est sécurisé. Mais en plus, je reste connecté. C'est-à-dire que s'il y a une tentative de vol, donc il y a des accéléromètres dans le Sherlock, je reçois une alerte automatique qui me dit attention au voleur. Donc si vous êtes en train de manger au restaurant, vous pouvez passer la tête en criant au voleur. Alors forcément, si vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de dormir. Alors il y a des villes qui ont travaillé qui nous disent est-ce que vous pouvez connecter l'application à l'API à la police municipale qui fait des rondes, parce qu'il y en a qui sont le fantasme de certaines villes, je ne peux pas dire non, c'est de choper en flagrant délit les voleurs de vélo. Donc oui, on peut le faire aussi. Donc voilà le système globalement. Donc pour revenir, c'est disponible tout le temps 24/7, c'est connecté vers une application. Le U, il est parmi les plus sécurisés du marché. La seule chose qu'on fabrique pas nous, c'est le U. Je parle de l'acier, il est fabriqué en Espagne. Pourquoi? Parce que c'est un U de moto Triumph, pour pas citer les marques, mais donc c'est pas un U de vélo, c'est un gros U bien solide. Et puis donc il y a un remboursement automatique. C'est une solution qui est agile et polyvalente, une application, un canal qui s'adapte à tous les types de potelets. L'idée, c'était initialement de valoriser un actif dormant énorme. Vous savez, le potelet, c'est pas une petite personne de forte corpulence, c'est un petit poteau qu'on met en bordure des trottoirs partout. Et au plus on supprime des places de voitures, au plus on ajoute de potelets parce que ça empêche les voitures de se garer sur les trottoirs. Et donc nous, on s'est dit, il y a un actif dormant dingue. À Paris, il faut vous donner Paris, mais c'est vrai dans toutes les villes. Et à Paris, vous avez près d'1 million de potelets dans les rues. Donc ça fait beaucoup de stationnements vélo sécurisés. Donc l'idée, c'était d'inventer une solution, et je vous le montrerai après en détail, qui se permette de se clipser très facilement à tout le type de potelet, que ce soit rond, carré, creux, en triangle. Et je vous assure que toutes les villes font des compétitions, je pense, des concours pour choisir le plus beau potelet différent les uns des autres. Mais donc notre système s'adapte à tous. Et puis à tous les vélos aussi, on a à peu près 95% des vélos qui fonctionnent avec. Donc c'est un service de stationnement premium, sécurisé, fiable, simple. Simple parce qu'en fait, on peut avoir un stationnement sécurisé sans que ce soit fermé aussi. Ça, c'est important parce que souvent, quand on pense sécurisé, on pense à Véligo Station. Là, en fait, on peut avoir un stationnement sécurisé sans que ce soit fermé. L'idée, c'est que ça ne dérange pas l'espace public. Je vais vite là-dessus, mais on a fait en sorte qu'à chaque fois, c'est jamais sur un trottoir de moins de 2 mètres de large, parce que quand on est sur un trottoir, parce que il faut qu'il y ait toujours, une fois qu'il y a le vélo positionné dessus, au moins 1,40 m de passage pour le piéton, c'est ça la norme. Quand le vélo il est accroché, il ne peut pas tomber, il est toujours rangé bien droit, c'est assez joli d'ailleurs, il est mieux rangé que sur un arceau vélo. Il ne déborde pas sur la route et il ne bloque pas. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'effet barrière. Et bien entendu, c'est jamais non plus disposé sur un potelet qui serait au droit d'un passage piéton ou devant une entrée d'immeuble carrossable. Donc, ça s'adapte à tous les potelets. On l'installe vraiment en moins de 5 minutes. J'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais qui montre vraiment en réel. Là, la vidéo, elle est en situation. Donc, ils sont désinstallés en moins d'1 minute. Enfin, en 1 minute et quelques. En réalité, c'est plutôt 5 minutes. C'est une équipe aussi, à chaque fois, locale en CDI. Les opérateurs, c'est des gens qui sont employés en CDI dans la société, qui gèrent et qui entretiennent ça. Il n'y a pas beaucoup d'entretien, en fait. C'est une batterie à changer, parce que recharger tous les 2 à 3 mois, et c'est tout. Et après, on passe pour les nettoyer pour que ce soit propre. Et puis, c'est aussi un support réactif et disponible pour l'opérateur ou l'autorité organisatrice avec qui on discute. Il y a un city manager qui, avec un mail et un numéro de téléphone dédié, en quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre. Il y a toujours un délai d'intervention inférieur à 24 heures pour retirer un canal haute. Vous savez, une ville, c'est un chantier urbain permanent. Et donc, en fait, vous installez une station et le lendemain, ils n'avaient pas pensé dans la ville qu'il y avait des travaux de chauffage urbain. Et donc, il faut tout redémonter. Nous, on arrive, on le démonte très vite. Sans avoir à le casser, on le met à côté. Ou alors, même d'autres villes, vous pouvez l'installer là, mais elle n'avait pas vu qu'il y avait un restaurant qui avait une terrasse l'été. Donc, on arrive et on va le décaler aussi facilement. Je suis désolée. J'ai fini. Et les usagers du service aussi ont un support dédié. Donc, et la dernière chose, c'est des données inédites sur le vélo. Alors, je sais que GeoVélo en fait aussi. Quand je dis inédite, c'est qu'en fait, sur certains petits territoires, il y a la récurrence aussi. Souvent, en fait, les mêmes individus, à chaque fois qu'ils vont se stationner, on sait qu'ils sont partis de là et qu'ils vont là-bas. Donc, on a la fréquence de passage du même individu. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et ces données-là, l'idée, c'est qu'on les produit, on les analyse et on les partage. Et pour les partager avec la collectivité, on a aussi, parce que dans les collectivités, il n'y a pas de data scientists partout. La donnée brute, c'est bien, mais souvent les gens ne savent pas l'analyser. Donc on a aussi fait un outil de visualisation et d'analyse intégré qui fait que n'importe qui, en sortant d'un cours préparatoire, peut jouer avec. Ça veut dire, tiens, je veux que les déplacements de 10 km, je veux que les déplacements du week-end, de nuit, etc. Voilà, je m'arrête là. Si, quand même, sur le modèle économique, comment ça fonctionne. On vous arrête plus. Ouais, et c'est vraiment la fin sur le modèle économique.
C'est gratuit les 15 premières minutes. Si vous allez à la boulangerie, vous ne payez pas. Vous avez un abonnement à 10 € par mois pour un usage illimité sur tous les Sherlock de toutes les villes du monde. Voilà. Ou alors, vous pouvez payer aussi à l'usage à 50 centimes la session, que ce soit de 16 minutes à 24 heures, à chaque fois que vous stationnez. C'est Sherlock qui investit dans le réseau et qui l'opère sans aucun coût pour la collectivité. La collectivité, elle a accès à des données conformes RGPD et c'est gratuit pour elle. Et notre partenariat avec la collectivité, c'est une convention d'occupation de l'espace public. Et ça, c'est pour le B2C. On fait aussi des solutions en B2B parce que les opérateurs de transport collectif cherchent aussi maintenant à déployer des solutions de stationnement sécurisées au droit des gares. Et on travaille aussi dans ces cas-là, c'est différent. L'opérateur, par exemple, va payer. Je me tais. Merci. Non, mais je ne vous invite pas à vous taire, c'était très passionnant, mais je suis désolée, on est timé, donc il faut qu'on puisse laisser la parole pour l'exemple. Ça, vous les voyez en plus gros, comme ça, c'est dans Nice quand on venait de les installer. Et puis la vidéo dont vous avez parlé, j'imagine qu'elle est disponible, donc on peut, voilà, je vous invite à aller la consulter donc, sur votre site. Et maintenant, du coup, je passe la parole donc, à la ville de Sceaux. Je vais être très rapide. Pourquoi nous avons souhaité donc accueillir Sherlock à Sceaux? Pour des raisons assez simples. La première, c'est que Sceaux est une ville cyclable. Enfin, je dirais, si vous vous intéressez au vélo, vous avez probablement entendu parler de Sceaux. Puisque donc, à chaque fois, on sort sur le podium, je dirais, quand on parle de vélo, les baromètres des villes cyclables et autres. Voilà. Et donc, bien évidemment, nous essayons donc de répondre encore plus, je dirais, aux attentes des cyclistes. Et Nicolas l'a rappelé, il y a plusieurs freins au développement du vélo, et en l'occurrence, donc, la sécurisation du vélo. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, aussi bien que nous, on investit de plus en plus cher dans le vélo, et en particulier le vélo à assistance électrique. La sécurisation du vélo, c'est pas simple. Alors, j'ai encore, je dirais, récemment eu des échanges avec les copropriétés. Hein. Donc, il y a des propriétaires de vélos qui aimeraient bien sécuriser leur vélo chez eux, mais alors faire prendre une décision à l'échelle d'une copropriété pour installer un abri vélo, enfin un parking vélo sécurisé dans la copro, je veux dire, il faut 5 ans. Voilà. Construire donc du stationnement sécurisé dans la ville, eh bien, il y a des solutions qui ont été présentées. Les solutions, on les connaît tous. Hein, c'est je dirais, la cage à poules. Enfin, c'est le local. Mais à chaque fois, il faut construire un abri pour une dizaine, une quinzaine, une trentaine de vélos. Alors que nous ne sommes pas sûrs, je dirais, que nous ayons besoin de 30 places de stationnement dans chacun des carrefours de la ville. Donc la solution Sherlock me paraît toujours d'ailleurs pertinente. Hein, me paraît toujours pertinente. Pourquoi? Parce que c'est son agilité, c'est-à-dire que en fait, comme cela a été dit par Nicolas, c'est-à-dire que on peut aller installer des Sherlock là où le besoin s'exprime. On peut les multiplier là où le besoin se confirme. Et puis, je dirais, ce qu'il faut aussi savoir, malheureusement, c'est que les gens, le public, a conscience que c'est un problème, mais ne fait rien pour sécuriser son vélo. Et donc, le Sherlock, il a un défaut, c'est qu'il est très discret. C'est-à-dire qu'en fait, moi je lui ai dit, Nicolas, je dis, mets un grand drapeau dessus, stationnement vélo, enfin, sauf que je lui dis ça, mais je ne pourrais pas l'accepter, bien évidemment. Hein, mais il a fait quelque chose de très discret, qui passe complètement inaperçu. Et même si nous avons communiqué beaucoup, et nous communiquons beaucoup sur ces Sherlock, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que ces petites olives grises sur les potelets. Bon, voilà. Et puis surtout, c'est que on ne sait pas encore... mais globalement, payer pour du stationnement, le public ne le comprend pas. Dans un autre domaine, je veux dire, nous venons d'étendre le stationnement payant pour les voitures. Donc on a créé 500 places de stationnement voiture supplémentaires sur la ville, mais on a fait hurler tout le monde. Hein, parce qu'on ne comprend pas qu'il faille payer pour stationner son véhicule, que ce soit un vélo ou une voiture. Alors une voiture, oui, ça on le sait, mais le vélo, alors pour le coup, ça dépasse l'entendement. Hein, même si ça coûte pas cher, s'il est sécurisé, parce qu'effectivement, ça a été dit, ça coûte pas cher, l'appui est connecté, et par ailleurs, donc effectivement, le service apporte une assurance.
Malgré cela, le public a du mal à intégrer ça dans son modèle, je dirais, de citoyen cycliste. Voilà. Mais nous y croyons. Nous y croyons. Et surtout, c'est que ça n'encombre pas l'espace. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc effectivement, on voit que la solution existe, elle est pertinente. Il y a encore un petit chemin pour convaincre, mais vous y croyez, on y croit aussi, puisqu'on accompagne Sherlock. Donc il ne reste plus qu'à attendre les prochaines années pour que vraiment les changements de mobilité se mettent en place. J'ai 2 questions sur le chat. Je ne sais pas si Oui, du coup, il y a 2 questions également dans la salle. 3, bon, parfait. Bonjour, c'est Ronan Bouquet de GeoVélo. On ne se connaît pas avec Sherlock, moi je trouve ça super. Donc j'ai 2 questions. Une question, c'est on va pouvoir, qui n'est pas vraiment une question, qui est plutôt une affirmation, on va pouvoir travailler ensemble sûrement sur de l'échange d'API et puis on pourrait peut-être nous référencer les Sherlock dans GeoVélo ou en tout cas les cartographier pour qu'ils soient visibles sur toutes les applications digitales qui utilisent OSM. Donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, sur le modèle économique, je me pose la question, mais je ne suis pas chez Sherlock, si ce ne serait pas mieux que ce soit la ville qui paye que l'utilisateur, pour toutes les bonnes raisons que monsieur a expliquées. In fine, quand la ville paye, c'est l'utilisateur qui paye. Mais au moins, à l'usage, je pense que c'est beaucoup d'avantages pour la ville. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus agile. Et de toute façon, la ville doit déployer du stationnement. Donc, d'une certaine manière, ce ne serait pas si grave que ça que la ville paye. Et l'utilisateur aurait plus à payer. Là, à mon avis, il y aura un taux d'occupation qui serait assez dingue. Alors, pour répondre dans l'ordre, donc oui, il faut qu'on travaille ensemble, et très volontiers, et je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. Sur le modèle économique. Alors déjà, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, Sherlock, il y a quand même des gens qui payent, et qui sont abonnés, mais c'est vrai que pour que ça fonctionne aussi bien, il faut qu'il y ait un effet réseau. À Nice, il y a déjà plus d'effet réseau. Alors à Nice, c'est pas non plus la ville où il y a le plus de cyclistes aujourd'hui, mais il y en a de plus en plus. Donc en fait, par contre, ce qu'on voit, c'est que nos usagers et nos abonnés ou autres, c'est plutôt ce que je vais appeler des néo-cyclistes. Même moi, en fait, qui suis un cycliste, si j'ai déjà mon vélo et mes 3 cadenas, je dis bon, jusqu'à ce qu'on me le vole, en tous les cas, je vais me poser des questions et qu'on m'emmerde pas dans la ville, et que je peux me garer n'importe où sur un poteau, etc. Je me pose un peu la question. Par contre, il y en a plein qui n'ont pas passé le cap et qui sont devenus des néo-cyclistes. Donc c'est ceux-là, en fait, nos premiers clients. Et donc, en fait, on attire les nouveaux cyclistes. Ceux qui font qu'ils avaient leur vélo dans la cave ou qu'ils ne le sortaient pas, etc. Et sur le modèle économique, pourquoi, en fait, on a voulu que ce soit gratuit ? Parce qu'on est une start-up aussi et qu'il faut aller vite quand on est une start-up. Et en fait, on a un modèle qui pouvait être qui tient la route d'un point de vue économique comme ça. Mais si on attend que la ville paye ça, en fait, même si une ville veut le service tout de suite, elle dit c'est fou. Il faut 3 ans pour lancer l'appel d'offres, qu'on y réponde, qu'on gagne, etc. C'est ça la difficulté. Mais sinon, oui, tu as raison. Je pense qu'il arrivera un moment donné où dans certaines... D'ailleurs, aujourd'hui, en Ile-de-France et sur Nice, on continue à dire qu'on y va... D'un point de vue en B2C, c'est nous qui prenons tous les risques. Ailleurs, quand on vient nous chercher, on dit faut que vous réfléchissiez à votre modèle économique. Parce qu'il y a des villes, on discute avec l'agglomération de Sète qui nous dit moi j'ai mis 2 vélobox, chaque vélobox m'a connu pour une place 5 000 €. Quoi. Donc si, demain, oui, il faudra peut-être aussi qu'on trouve un autre modèle. Et juste, pardon, ouais, promis, j'arrête après Rita. Combien ça coûte d'en mettre un à Sherlock ? C'est un secret défense industrielle ? Un peu. Okay. Je vous invite à finir ces échanges après. Il pourrait y répondre post du coup intervention. Je vais passer la parole du coup aux autres personnes qui souhaitent poser des questions. J'ai 2 questions, mais très rapides. 1, est-ce qu'on peut mettre sur les Sherlock des trottinettes ? Et 2, quand on a un vélo, le jeu des voleurs en général, c'est d'enlever une roue, d'enlever une selle. Et voilà, je pense que c'est plus difficile à sécuriser. Alors, première question, oui, on peut mettre des trottinettes. On communique peu dessus, mais à Nice, je pense que 20% de nos usages et de nos usagers abonnés sont des trottinettistes. Parce que là, eux, ils n'ont vraiment pas de solution. À part quand ils vont au cinéma, on ne peut pas, chez soi, dans sa chambre, au travail, on peut mettre sa trottinette dans son bureau, dans sa chambre. Mais quand on va au cinéma, on ne peut pas rentrer avec la trottinette. Donc, en fait, oui, on peut le faire. Et ça fonctionne. Après, l'histoire de la roue, c'est... Forcément, moi, en fait, on m'a toujours dit, quand tu accroches ton vélo, c'est avec ta roue de devant, ton cadre et ton U qui accroche. C'est vrai. En fait, on ne résout pas le problème du vol de roue. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'on vole les roues des vélos ?
Nous, en fait, nos vélos, ils peuvent pas rester ad vitam aeternam dans la rue sans bouger trop longtemps. En fait, aujourd'hui, c'est au maximum 72 heures sans bouger. Après, ils n'ont pas le droit de rester. Donc, en fait, on commence à dépouiller un vélo souvent quand il reste longtemps. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on va peut-être apprendre au fur et à mesure qu'il y a la roue qui est accrochée. Et puis, on a la moitié de nos usagers qui utilisent rien d'autre que notre cadenas. Et puis, on a d'autres qui vont aussi avoir un petit fil en plus pour accrocher leur roue en plus. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse. Donc, la dernière question de la salle. Je vous en prie. C'est ça. Merci. Faut bien mettre le micro sur le menton, du coup. En attendant, je vais poser une question du coup du chat. Donc également une question de Frédéric Leroux qui demande de ses propres mots une question un petit peu naïve. Est-ce que le premier pitcher de VUV ne serait pas un bon fabricant de cadenas pour Sherlock? Le premier pitcher de VUV, donc était la solution de vélo cargo. Donc alors oui, en fait, en gros, aujourd'hui, il y en a certains qui nous demandent de pouvoir, parce que le vélo cargo, c'est aussi un vrai souci. Alors, il y a des collectivités qui nous, on ne sait plus où les ranger, on peut encore moins les rentrer dans les copropriétés. Donc oui, et les vélos cargo, on peut s'accrocher avec un vélo cargo sur un chariot. La question, c'était est-ce qu'ils ne pourraient pas fabriquer pour vous les cadenas? Bon, je pense qu'on pourra y répondre. Pourquoi pas? C'était un vrai challenge avec les industriels qu'on avait, mais oui, volontiers. On vous mettra en relation et puis ce sera peut-être quelque chose qui se mettra en place. Une dernière question du chat avant de vous repasser la parole. Donc c'est Katia Leborn également qui demande est-ce que vous allez sur l'ensemble des territoires ou est-ce que vous avez des territoires ciblés sur le territoire français? Maintenant, on va aller que sur les territoires qui nous payent. Non, en fait, en gros, aujourd'hui, c'est quand même pas mal de capex d'avoir déployé. Donc on en a en stock, mais on se focalise quand même dans notre modèle actuel sur l'Île-de-France et sur la métropole de Nice. Et après, ailleurs, on voit selon. Quoi. Voilà. Mais sinon, on n'a pas de limite. Donc, n'hésitez pas à contacter Sherlock et l'ensemble des startups qui ont pitché aujourd'hui, bien sûr. Donc, je vous repasse la parole. Merci. Hugo Dumont, YesPark. Je voulais savoir, aujourd'hui, selon votre modèle économique qui propose la gratuité aux collectivités, c'est quoi les freins que vous rencontrez, que les collectivités vous annoncent pour ne pas toutes déployer Sherlock? Collectivité, c'est compliqué. Hein. Parce que, alors déjà, en fait, vous mettez un nouvel... Ce qui est fou, c'est qu'il faut savoir que Sherlock, ça n'existait pas. Donc vous mettez un nouvel objet dans l'espace public, ça devient un objet politique. Donc c'est un risque politique de mettre un objet dans l'espace public. Alors on le voit à Paris avec le hashtag Saccage Paris. Donc en fait, dès que vous faites quelque chose, vous vous faites attaquer. Parce qu'en plus... ceux qui vont critiquer, c'est pas ceux qui vont utiliser, c'est ceux qui vont pas utiliser, mais ils vont critiquer, ils vont dire ah c'est quoi encore ce truc, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu un vélo dessus. Donc c'est ça qui est compliqué. À partir du moment où il y en a un qui le fait massivement, que ça fonctionne, tout le monde le voudra derrière. Mais c'est vrai qu'en plus, moi j'étais aussi naïf que ça. C'est gratuit, ça pose pas de problème, tu me vires quand tu veux, il y a aucune, tout le monde le veut quoi. Eh ben non, mais après je comprends, hein, il faut du temps. Et donc c'est pour ça qu'on est là, merci à Sceaux d'être là. Donc c'est pas la seule ville dans laquelle on est, mais c'est la première ville dans laquelle on a ouvert le service marchand. Donc et on est toujours là. Je peux simplement rajouter que en fait, toutes les collectivités ne sont pas pro vélo. Hein, il y en a beaucoup qui ne veulent pas avoir les vélos. Merci beaucoup pour ces interventions. Donc c'était très passionnant. Pas de souci, il y avait des questions. Donc le but c'est aussi d'apporter toutes les réponses. On sent qu'il y a encore du chemin à faire, mais en tout cas l'histoire s'écrit et donc on est ravis de la partager avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc on va laisser la parole du coup au dernier pitch. Effectivement, donc on va appeler Léa qui doit être connectée normalement pour présenter QSIT, donc qui développe des logiciels d'optimisation des systèmes urbains de mobilité, que ce soit sur les flux ou logistique notamment. Léa, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. La parole est à vous. J'ai un petit problème Internet, excusez-moi, ça vient de couper. J'espère que ça ne va pas couper pour le reste de la présentation. On y croit. La caméra. Ok, vous m'entendez? Vous me voyez aussi ou pas? On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Mais... Allez-y, commencez, Okay. C'est pas grave. Alors, bon, on va
Ok, bon, bonjour à tous et merci au Hub des Mobilités pour l'invitation. Du coup, je vais essayer de faire vite parce que je vois que l'heure tourne. Alors, je m'appelle Léa Marty, je suis chargée d'affaires publiques chez QCIT et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est QCIT et notre logiciel QCIT Bike. Et pour rendre cela plus concret, je vais m'appuyer sur le témoignage de la TAM, qui est la société publique locale en charge des transports à Montpellier, qui utilise notre logiciel depuis plus de 3 ans maintenant. Si on peut, voilà, merci. Alors, QCIT, c'est une start-up bordelaise également, créée en 2014. Et notre mission, c'est de simplifier la mobilité partagée pour rendre les villes plus agréables et durables. Alors, par mobilité partagée, j'entends l'ensemble des services de transport qui vont mutualiser leurs véhicules. Dans notre cas, ça va être principalement les systèmes de vélos partagés, à l'image du Vélib à Paris, par exemple. Pour la petite histoire, l'idée de QCIT a commencé à germer en 2010 à l'occasion du lancement du système de vélo à Bordeaux, le V-Cube. En fait, Raphaël, notre CIO, utilisait ce système de vélo pour effectuer ses trajets quotidiens et il s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'était qu'il était difficile de trouver un vélo disponible dans une station à toute heure de la journée. Et la deuxième, c'était qu'il est difficile de redéposer ce même vélo à la fin de son trajet dans la station de son choix. Du coup, il a eu l'idée d'optimiser ses services en utilisant la donnée qui est générée par le système de vélo. Donc, QCIT est né en se basant sur cette idée, c'est-à-dire permettre à tous les usagers de trouver un véhicule où ils le souhaitent et de pouvoir le déposer dans la station de leur choix. Pour ça, on va fournir aux exploitants un logiciel d'optimisation de leurs opérations terrain. Donc, en fait, on va chercher à simplifier les tâches nécessaires au bon fonctionnement d'un système de mobilité. Donc, par exemple, ça peut être le rééquilibrage des vélos aux stations ou les actions de maintenance préventive, mais j'y reviendrai par la suite. Et le logiciel qui est utilisé par nos exploitants est composé de 2 interfaces. Donc, vous avez l'image sur la slide. La première, c'est un tableau de bord qui va permettre aux responsables d'exploitation du système de visualiser l'ensemble de son réseau de stations et d'y voir les opérations qui s'y déroulent en temps réel. Et également d'une application mobile qui, elle, est plutôt dirigée pour les équipes qui vont travailler sur le terrain. Ça va leur permettre en fait de recevoir différentes tâches à effectuer directement sur leur téléphone. On peut passer à la slide suivante. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, notre logiciel est utilisé dans plus de 30 villes dans le monde, réparties sur 13 pays différents. On travaille majoritairement avec des entreprises privées qui exploitent les systèmes de vélo en libre service, donc c'est soit par des marchés publics, soit par des délégations de services publics. Par exemple, en France, on travaille... Léa, on a perdu l'audio. Je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. C'est les risques du direct. Exactement. On va peut-être lui laisser 1 minute pour se reconnecter. Elle nous avait prévenu. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Je suis désolée, c'est chaotique en ce début d'après-midi. Il n'y a pas de souci. Ça a coupé où? Vous alliez parler de la France et de votre activité en France. Ok. Ouais, donc en fait en France, du point de vue privé, on travaille avec par exemple Cycléo à Bordeaux, Rennes et Lille et avec Inurba Mobility à Clermont-Ferrand. Et ça nous arrive aussi de travailler directement avec des collectivités. Généralement, c'est quand elles ont fait le choix d'exploiter publiquement le système de vélo. C'est le cas par exemple à La Rochelle avec les Yellow qui sont exploités par la régie de La Rochelle et des Vélomag à Montpellier qui sont gérés par la TAM. Je vais vous parler après. On peut passer à la slide suivante, si vous voulez. Voilà. Donc notre logiciel, il est conçu pour simplifier et optimiser le travail des exploitants de vélos en libre service. Donc on retrouve 4 fonctionnalités clés. La première, c'est le rééquilibrage. En gros, le logiciel va venir prédire la demande de vélos en station et proposer à l'exploitant le bon nombre de vélos à déplacer pour que son système soit équilibré. Je reviendrai sur cet exemple particulier juste après.
On a également un module de maintenance terrain. Donc, en fait, ça comprend toutes les actions qui permettent de contrôler le bon état du système et de limiter le recours à la maintenance curative, donc limiter les pannes sur une station. Ça peut être, par exemple, visiter la station tous les 2 jours pour vérifier son état, la présence de graffiti ou, par exemple, changer des petites pièces s'il y a besoin. On va également avoir un module sur les tournées de ramassage. Ici, l'idée, c'est vraiment de réaliser des tournées qui vont être dédiées au ramassage des vélos cassés. Le premier but, c'est d'éviter la frustration des usagers, donc pour pas qu'ils arrivent à une station et qu'ils voient plein de vélos cassés au même endroit, mais aussi de gagner du temps, en fait, en ramenant rapidement les vélos à l'atelier pour qu'ils soient réparés et mis en circulation le plus vite possible. Et enfin, on a également le module battery swapping, ou l'échange de batterie, qui est plutôt destiné au système de vélo électrique. En fait, ça va permettre à l'exploitant d'optimiser ses tournées de changement de batterie et du coup de conserver une bonne disponibilité de sa flotte. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci. Avant de vous montrer le témoignage de la TAM, je voulais vous parler un petit peu plus du module rééquilibrage qui est celui principalement utilisé par notre client. Alors en fait, concrètement, le logiciel va se servir de la donnée du système pour prédire la demande de vélos à la station. Donc, par exemple, ici, on voit sur l'écran de droite un aperçu du tableau de bord. Donc, on voit ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures à la station. Et on voit que si aucune action de rééquilibrage n'est réalisée, à partir de midi, on risque de se retrouver avec 2 ou 3 personnes qui ne pourront pas déposer leur vélo à la station et qui, du coup, vont avoir une mauvaise image du système. Et du coup, pour éviter cette situation, le logiciel va envoyer une tâche sur l'application mobile de l'équipe terrain qui va retirer 10 vélos à cette station. On peut passer à la slide suivante. OK. Et du coup, cette fonctionnalité rééquilibrage va permettre d'augmenter la disponibilité des vélos et des stations, et ça va avoir une influence directe sur l'utilisation du système par les usagers. On va le voir dans le témoignage de la TAM. Et également, on va faire diminuer les coûts d'exploitation pour l'opérateur, puisqu'on va venir optimiser ses trajets et il va réaliser plus de tâches dans la même tournée qu'il le faisait auparavant. Alors, pour prendre le cas d'usage de Montpellier, je vais peut-être rappeler juste ce qu'est la TAM. Donc, la TAM, c'est une société publique qui est en charge de la délégation des services publics des transports en commun, du stationnement et du système de vélo en libre service à Montpellier. Et actuellement, le système de vélo en libre service est composé de 110 vélos pour 57 stations réparties sur toute la métropole. On peut passer à la slide suivante. Voilà. La TAM utilise notre logiciel depuis janvier 2020. Et en fait, au bout de quelques mois d'utilisation, on a pu faire un comparatif sur les mois de juin et juillet 2019 et 2020. Et on a pu observer une augmentation de 47% d'emprunts supplémentaires sur ces 2 périodes. Donc, ça veut dire que sur 100 trajets de vélo effectués en juin-juillet 2019, on en avait 147 en 2020. Et on a également pu constater une réduction de l'indisponibilité des stations, c'est-à-dire qu'il y avait 7% de stations vides ou pleines en moins, tout en augmentant considérablement les emprunts les empreintes de vélo. Donc en fait, on les a vraiment aidés à ressources égales à optimiser leurs déplacements pour répondre à la demande croissante des usagers sur ce système. Et enfin, la dernière slide. J'ai glissé un extrait du témoignage de Dany Pinol, qui est chargé de maintenance des services de mobilité chez TAM. Donc, il a nous avons également pu observer des avantages notables, donc une meilleure optimisation de la régulation vélo et une professionnalisation de l'activité. En ce qui concerne l'optimisation de la régulation, mais pour la professionnalisation de l'activité, il faut savoir qu'avant de travailler avec nous, la TAM utilisait des feuilles papier et en fait des tableurs Excel imprimés, ce qui rendait assez difficile le reporting de l'activité auprès de la métropole. Et l'utilisation de notre logiciel leur a vraiment permis d'avoir des données à retransmettre à la collectivité de façon
automatique et propre, on va dire. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que ça n'a pas trop buggé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Léa, et on a eu tout le contenu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ou peut-être à distance? Alors j'avais une petite question concernant le type de flotte adressée. Avec l'exemple de la TAM, donc on est sur une flotte avec des stations fixes, si j'ai bien compris. Oui, Est-ce que QCIT peut aussi s'appliquer sur des, sur des flottes de vélos en libre service type free floating? Alors, oui, on a un premier client qui a utilisé, qui a commencé à utiliser notre logiciel sur une flotte de vélos free floating. C'est le cas de Stockholm, la ville de Stockholm, avec le partenaire, c'est Inurba Mobility. Donc on a adapté justement notre solution pour s'ouvrir à ce nouveau marché, et pour l'instant, ils sont satisfaits. Donc on verra par la suite si on peut s'ouvrir à d'autres acteurs qui ont des business models un peu différents, puisque pour Stockholm, c'est un marché public qui a été remporté par Inurba. Et par exemple, on peut imaginer travailler avec des acteurs comme Lime ou Uber dans un avenir prochain. Mais voilà, pour l'instant, on travaille principalement avec des entreprises sous marché public. Ok, merci. Et tu mentionnes le modèle économique. Donc, comment ça se passe concrètement? Est-ce que, par exemple, la TAM, c'est un fonctionnement en abonnement, où il y avait eu un appel d'offres? Est-ce que tu as un modèle adaptable finalement à différentes typologies d'opérateurs, et si oui, quel modèle? Par rapport à notre business model à nous, chez QCIT? Oui. Oui, alors on fonctionne en SaaS, on fournit notre logiciel de manière mensuelle. Donc c'est une mensuelle en fonction d'une utilisation et du module choisi. Donc par exemple, s'il n'y a qu'un seul module, ce sera moins cher que s'il y en a plusieurs. Et voilà, le pricing est adapté en fait à chaque fois au système en fonction de ses particularités et du souhait de l'opérateur. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, complètement. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de passer à la dernière intervention? Très bien, merci beaucoup Léa. Merci à vous. Merci à tous. Donc pour conclure, je vais inviter Eric Ayoun, donc directeur d'investissement senior à la Banque des Territoires, pour qu'il puisse nous présenter les modalités d'intervention de la Banque des Territoires dans le secteur de la mobilité. Rapidement, quoi. Rapidement, voilà. On est déjà très en retard et je vous prie de nous en excuser. Donc si tu peux faire en 5 minutes, ce serait parfait, mais on va dire 10 grand maximum. Je t'invite à te rapprocher de moi pour que tu sois dans le champ. Merci. Alors bonsoir à nouveau. Juste un petit mot sur les interventions. Je trouvais que c'était vraiment passionnant et j'étais très heureux de l'échange entre GeoVélo et Sherlock, qui se continuent là-bas d'ailleurs, on les voit. Nicolas et Roland, qui nous écoutent pas. Voilà, ils nous écoutent pas, ils sont pris par leur discours, mais c'est très bien, ça prouve qu'il y a de la synergie entre nos startups et c'est parfait, c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc on peut démarrer. En fait, oui, donc c'est moi qui... Non, c'est bon. Je vais y arriver. Super. Je vais vous présenter très rapidement notre activité d'investissement. Donc là, vous voyez l'organigramme de la Banque des Territoires, dont le directeur général est Olivier Sigel. La Banque des Territoires, c'est le regroupement d'un certain nombre d'entités de la Caisse des dépôts, présents dans le logement social, également avec CDC Habitat, également dans l'ingénierie avec l'ACET, également dans le financement en prêt au secteur du logement social et aux collectivités locales. Et il y a une activité dont je fais partie qui s'appelle l'activité d'investissement. Donc c'est la direction des investissements, dirigée par Antoine Truch. Et dans cette direction des investissements, on investit essentiellement dans des projets d'infrastructure ou d'immobilier sur l'ensemble des territoires français, en métropole et en Outre-mer également. Et nous, particulièrement, notre équipe, donc l'équipe de Pierre Auboin, dont je fais partie, elle s'occupe
principalement d'investir dans des infrastructures de transport, de mobilité. Alors, voilà. Alors pourquoi cet enjeu pour la Banque des Territoires, pour la direction des investissements? Alors il y a un vrai enjeu aujourd'hui de transition énergétique sur le secteur du transport et de la mobilité, puisque la mobilité pèse énormément sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, hein, comme vous le voyez sur ce slide. Aujourd'hui, 29% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport. Alors, c'est dû au transport et bien évidemment à l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner ces transports. Et c'est également un secteur qui est très important pour l'économie, pour le PIB français. Voilà, donc la Banque des Territoires, sa direction d'investissement, a décidé de vraiment développer fortement cette activité d'investissement pour accélérer la transition écologique du transport, du secteur du transport et de la mobilité. Historiquement, nous avions une activité d'investissement très forte dans les infrastructures de transport d'une manière générale, à la fois les infrastructures de transport entre guillemets dites carbonées, mais essentielles au territoire, comme par exemple les autoroutes, les aéroports, dans lequel aujourd'hui nous sommes toujours actionnaires, mais essentiellement, notamment pour les accompagner aussi dans cette transition, hein, puisque l'objectif de ces grandes infrastructures, c'est aussi de développer une mobilité propre et de se décarboner progressivement. Deuxièmement, nous avons décidé aussi, donc pour accélérer cette transition dans la mobilité, d'investir dans des nouveaux services de mobilité, notamment de la mobilité du quotidien, pour permettre d'accélérer. Et donc, on le verra plus tard, ça comporte notamment l'investissement dans un certain nombre de startups qui développent des nouveaux services, comme ce qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque 3 des sociétés qui ont fait leur pitch aujourd'hui font partie du portefeuille. Et donc, vous l'avez vu, c'est pour développer des nouvelles solutions, je dirais, sobres, comme le covoiturage, mais également développer des solutions pour aussi développer le vélo sur le territoire. Et on le verra aussi, des solutions pour développer la mobilité électrique et zéro émission. Troisième axe important, accélérer la décarbonation et la dépollution des transports. Et donc là, c'est un peu sur le modèle infrastructure qui historiquement était l'ADN de notre direction des investissements. C'est investir dans des infrastructures d'avitaillement, de recharge pour les véhicules propres. Donc, bornes de recharge électrique, stations hydrogène, également stations GNV, et également, pour développer cet écosystème, également proposer des solutions de financement du matériel roulant propre, principalement électrique aujourd'hui, avec un certain nombre de plateformes qui proposent de la location sur des véhicules électriques. Et enfin, 4e axe, c'est la cohésion territoriale, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit auparavant, l'idée c'est de le développer sur tous les territoires, en métropole et en outre-mer, avec des solutions qui soient locales. On a eu l'exemple, par exemple, tout à l'heure de Mobicop, qui propose vraiment des solutions de développement très territorialisées. On l'a vu. Voilà, alors quelques thématiques sur lesquelles la Banque des Territoires aujourd'hui travaille beaucoup. Donc, c'est notamment les infrastructures IRVE, infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et donc là, c'est un axe fort pour la Banque des Territoires à tous les niveaux, au niveau du logement, et notamment de la copropriété, où il y a un besoin fort en parking de copropriété, sur des réseaux, sur le réseau national autoroutier, avec de la recharge rapide, et également en voirie dans les communes. Une autre thématique, c'est, on l'a dit, c'est les mobilités du quotidien. Et je citerai notamment un axe qu'on développe assez fortement en ce moment et qui
et qui est un axe un peu aujourd'hui, je dirais, un peu compliqué dans le sens où on est sur une technologie émergente, c'est la filière hydrogène mobilité, où on est notamment en partenariat avec la Commission européenne pour développer des stations d'avitaillement hydrogène. Enfin, une autre thématique intéressante et importante, c'est de travailler sur l'entretien et la régénération d'infrastructures d'accessibilité, et notamment l'infrastructure ferroviaire, où là aussi, on est aujourd'hui déjà actionnaire d'une grande infrastructure ferroviaire qui est la ligne TGV entre Tours et Bordeaux. C'est une concession. Et on travaille sur des grands projets qui sont longs à mettre en place, mais on y travaille très en amont. Voilà, donc pour résumer, notre stratégie, on l'a dit, donc je vais y aller rapidement, mais c'est investir en fonds propres. On est toujours investir en fonds propres, nous, dans le développement de nouveaux projets d'infrastructure dans la mobilité durable. Investir en fonds propres également dans ce qu'on appelle, nous, des corporate ventures, des startups, en fait, qui développent des nouveaux services de mobilité. Et un point, c'est que nous sommes toujours minoritaires, en général aux côtés d'investisseurs privés, sauf exception, où lorsqu'il y a une vraie carence, je dirais, on est prêt à créer des filiales spécifiques, comme on va le voir juste après. Voilà, donc quelques exemples de ce qu'on développe aujourd'hui dans notre portefeuille, donc notamment sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On a lancé ces 18 derniers mois un certain nombre de projets, notamment de projets pour développer des projets de bornes de recharge, notamment deux plateformes. Une plateforme avec le développeur Green Yellow. Donc là, on a un partenariat avec un opérateur de bornes pour développer des projets. La plateforme R3, de la même manière, avec un autre opérateur de bornes de recharge qui s'appelle DBT. Et une filiale aussi qu'on a créée récemment, il y a à peu près 1 an. Donc là, c'est l'exception dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une filiale dans laquelle la Caisse des dépôts est majoritaire. Elle a même 100% du capital dans le cas de Logivolt. Et donc Logivolt finance le déploiement des infrastructures dans les copropriétés qui vont permettre d'installer des bornes de recharge. J'ai bien dit Rita, parce que Rita, c'était la spécialiste de... Et dans le logement social également. Et dans le logement social. On est présent aussi dans le financement du matériel roulant propre, comme on le voit là, donc avec notamment une deuxième exception, une filiale qu'on a créée qui s'appelle Movivolt, qui est simplement une société de leasing de véhicules électriques sur le modèle de ce que vous connaissez à la Société Générale avec ALD ou chez BNP Paribas avec Arval. Donc c'est du leasing de véhicules électriques à destination principalement des TPE-PME pour leur permettre de pouvoir accéder notamment aux zones à faible émission. Et Neote Green Mobility, qui est également une société de location longue durée de véhicules électriques, mais spécialisée sur le véhicule lourd et notamment les bus électriques pour les collectivités locales. Voilà, on a dans notre portefeuille des infrastructures en concession en PPP, comme vous le voyez. On a des startups dont on a parlé, notamment Hype qui déploie des taxis hydrogène, YesPark, dont on a un représentant ici, qui est une solution de stationnement, qui développe du stationnement digital. Et également, on se développe beaucoup depuis 18 mois dans l'hydrogène, avec plusieurs développeurs que sont Bouygues, Engie ou Dynamics, du groupe EDF. Voilà, le plan climat, donc on a une particularité, c'est que la Banque des Territoires fait partie de la Caisse des dépôts qui en soutient des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, on a notamment participé au plan climat avec une enveloppe dédiée à la mobilité verte de 3,2 milliards d'euros, dont 900 millions d'euros de fonds propres. Alors, mince.
Voilà, donc là, on a un tableau qui détaille un peu tout. Donc je vais pas le lire, ce tableau, parce qu'il est très long. Mais ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit, sur les 10 dernières minutes, et notamment nos interventions. Donc comme vous le voyez, on intervient dans vraiment différents modes. On fait du cofinancement aussi pour les collectivités locales, hein, notamment de schémas directeurs de bornes de recharge. On fait aussi du prêt, c'est l'autre partie de la Banque des territoires. On a aussi un rôle intéressant, c'est que pour le compte de la Commission européenne, nous sommes implementing partenaires de leur programme de subvention pour les investissements dans tout ce qui est stations de charge, hydrogène et bornes de recharge. Et dans ce cadre-là, en fait, on permet à des projets dans lesquels on a investi d'obtenir une subvention. Mais de la Commission européenne, hein, pas de la Caisse des dépôts, attention. On est également investisseur dans des projets sous différents formats et dans différentes plateformes que j'ai citées juste avant, Logivolt, Neoté, Movivolt. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Eric, pour toute cette présentation. J'ai tenu en combien de temps, là? Tu as tenu en 12 minutes. Ah ouais. C'est pas mal. Pour tout ce que la Banque des Territoires fait, c'est quand même assez impressionnant. Merci beaucoup. La Banque des Territoires est bien sûr à la disposition de chacun pour répondre à toutes les questions. On vous invite à aller consulter notre site et à nous contacter sans difficulté pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Pour les derniers courageux qui sont encore présents ou encore en ligne, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. A priori, sur le chat, j'en ai pas, et en présentiel non plus, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc merci à tous vraiment pour votre présence, merci pour tous les intervenants. Merci beaucoup à tous. Et merci pour l'organisation du Hub des territoires, également de la responsable de communication chez nous, Issane Aboutayeb. Voilà. Bon, et merci à toi, Rita. Merci à l'ensemble des intervenants, merci, c'est un très bel événement. Et on vous invite du coup à regarder le replay qui sera disponible dans quelques jours sur le site de la Banque des Territoires. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.